Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Ohé, ohé, Nivrae abandonné. Ohé, ohé. Excusez-moi, je me suis perdue en route. En fait, ça fait hyper longtemps que je erre dans l'univers à la recherche du vaisseau. Vous m'avez laissé sur la planète parentalité il y a 8 mois. Et je me suis paumée, je vous cherchais. Et ça va, je suis pas trop en retard. Attendez, mais vous êtes qui? Bouya! Et rebouilla. Bouya! Oh! Trop de boutons, que vous dire. Ça fait un bail. C'est 8 mois sans moi. Écoutez, si long, mais je suis de retour et il faut que je bidouille les boutons en même temps que je parle. Ça fait beaucoup pour un retour. Bienvenue à vous, bienvenue à toi qui nous écoute, bienvenue dans ce 226e épisode de Comics Outcast. Quel plaisir de découvrir ce très beau studio et de revenir papoter avec vous, bien sûr. Auditeur, auditrice, si tu débarques ici, installe-toi confortablement, monte le son, prépare tes zygomatiques et ton portefeuille. Je suis Nivrae, je suis ravie de t'accueillir sur les ondes du vaisseau Hypersensas. Près de moi, en cet après-midi, un peu nuageux et tempétueux. Bonne fête à tous. Au mois de mai, et bonne fête du mois de mai. Le muguet, tout ça, même si l'épisode sort le 3, aujourd'hui, nous sommes le 1er. On a profité de ce petit jour férié pour prendre un après-midi discussion tranquillement autour du comics. À ma gauche, Regan, spécialiste des briques, organisateur des sorties du samedi. Comment est-ce que tu vas ? Écoute, ça va bien et toi ? Très très bien. Quel plaisir de te revoir. Mais merci. Et qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Qu'est-ce que je lis en ce moment ? Figurez-vous que je viens de finir de lire l'omnibus New Warrior qu'on avait chroniqué il n'y a pas si longtemps et que je risque d'enchaîner sur l'omnibus L'Homme-Chose. Toi, t'enchaînes les omnibus. Il enchaîne les omnibus. Oui. Alors, il y a des respirations entre-temps. Non, parce qu'il faut quand même, faut aller de l'avant. Notamment Fall of X, l'incroyable Fall of X. Mais voilà, beaucoup de choses. Ok, et tu nous parles de quoi ce soir ? Ce soir, je vous parle d'un double effet qui se coule. Ok, joli. Ok. On a cherché une blague à faire avec le titre, mais je sortirai ça plus tard. À tes côtés, un petit nouveau pour moi. J'ai été vite fait briefer. Il s'appelle Matt comme l'autre, mais lui, il a 2 T. Ça va ? L'intégration se passe bien ? Ça va très très bien. Je suis très content d'être là pour ton retour. Écoute, avec plaisir. Vraiment très très content d'être là. Et toi, tu lis quoi en ce moment ? Moi, je vais vous parler. Ce que je lis en ce moment, je lis du Parker. J'avais commencé à lire Parker la dernière fois. Je suis en train de lire Parker. Ça prend un peu de temps, mais c'est bien. C'est très très bien. Et du coup, tu nous parles de quoi ce soir ? Surtout, je vais vous parler de bowling et du passe-temps préféré de XT, taper des nazis. Oh, ok. Bowling nazi. Et on l'entendra peut-être dans le fond ce soir, mais Tchernobox est faufilée à nos côtés. Elle sera à l'écoute de nos bêtises en direct. La chanceuse, un petit coucou. Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Effectivement, je vais parler de rien ce soir. Enfin, normalement, peut-être je dirais un mot ou deux si je pense que ça a une utilité. Mais je viens surtout là pour voir comment ça se passe en coulisses. J'ai rapporté des gâteaux, j'ai vu qu'il y avait de la lumière. Je me suis dit, tiens, c'est sympa, je me pose. Voilà, un petit peu de teasing peut-être sur une suite. Regan, il me semble que tu es sortie ce week-end. Est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu ? Alors, je vais en parler un tout petit peu, mais je pense qu'on peut même imaginer un HLB pas très long, mais sur l'ensemble des conventions. Je vais quand même en parler un tout petit peu. Ok. Effectivement, c'était la Paris Fan Festival ce week-end. Et donc, effectivement, le vrai festival de comics en France actuellement. J'aurai l'occasion d'en reparler vu ce qu'on a eu cette année. C'était cool. C'est pas parfait, il y a encore des choses un petit peu améliorées, des choses à redire. Mais comme je disais, il y a quand même une bonne ambiance. C'est le moment de voir un petit peu des vrais auteurs, tout ça. C'était un très bon week-end. En plus, le VHS était là en force, puisque nous étions une dizaine à nous balader sur les allées. Et puis même, il y a même maintenant un petit signe de ralliement pour les membres du crew que vous pourrez voir maintenant quand vous nous verrez. Ouh là là. Et donc on en reparle un petit peu plus tard. Oui. Voilà. Ça sera un peu notre badge Star Trek. C'est exactement ça. Voilà, j'ai hâte. Ton badge pin AI là. Eh ben, si vous êtes prêts,
When You Want. C'est parti, Comics Outcast 226. On va commencer par faire les revues. Alors, les revues, qu'est-ce que c'est si vous nous écoutez pour la première fois ? En théorie, parce qu'il y a un petit twist aujourd'hui, 3 titres sont choisis par 3 chroniqueurs, 2 aujourd'hui. Souvent parce qu'on a trouvé que la couverture était plutôt cool, qu'on a piqué l'idée à quelqu'un qui avait mis la pièce dessus, ou encore parce que ça paraît obscur et que ça nous fait marrer de forcer les autres à lire ça. Et oui, ça arrive, j'ai des mauvais souvenirs là-dessus. Tous les chroniqueurs lisent chacun de leur côté les 3 premiers chapitres, qu'on appelle aussi des issues, et on en parle ici pour la première fois, pour vous aider à choisir vos prochains achats ou vous faire fuir au maximum, voilà, histoire de mieux dépenser votre argent. Premier comics, et donc c'est Matt qui l'a choisi. Il parle de Holy Roller, on est loin des patins à roulettes, on est plutôt sur une soirée bowling. Je vous tease un petit peu, mais imaginez Rick Remender, Jack Peralta et le guitariste des Fall Out Boy. Et voilà, je te laisse nous raconter ça. Bah, c'est exactement ça. Tu parlais de choisir un comics via sa couverture. C'est comme ça que j'ai choisi du bowling et aussi la mention de Rick Remender à l'écriture. Tout de suite, je suis partant. Mais Holy Roller, c'est bien plus que ça. Donc, à l'écriture d'abord, donc évidemment, on retrouve Rick Remender, le créateur entre autres de Black Science, de Deadly Class et plus récemment est chroniqué The Sacrificer. Très cool. On est aussi l'acteur de Brooklyn Nine-Nine et du Saturday Night Live, Andy Samberg, à la baguette, mais aussi Joe Troman, célèbre guitariste et cofondateur du groupe Fall Out Boys. D'ailleurs, on écoute tout de suite This Ain't a Scene, It's an Arm Race. Non, on n'a pas les droits. Dommage. Et au total, donc, c'est bien 3 personnes qui s'occupent du scénario de ce Holy Roller. Il faut au moins ça. Au moins. Le dessin, quant à lui, est attribué à un Français, Cocorico Roland Bauchy. Ce dernier connaît d'ailleurs bien Rick Remender, puisqu'ils ont travaillé ensemble sur Scumbag, tout comme Moreno Dinizio à la couleur, déjà présent sur Scumbag aussi et Black Science. Et on termine avec Russ Wooten au lettrage. Vous vous doutez bien, il a aussi déjà travaillé avec Remender sur Fear Agent notamment. Bon, c'est pas très compliqué, Rick Remender a ramené tous ses potes et a aussi intégré 2 petits nouveaux pour ce projet signé Image Comics. Alors de quoi ça parle ce nouveau comics ? Tout commence à Clovel, dans l'Ohio, en 1986. David Cohen est un excellent bowler. Oui, alors bowler, c'est le mot pour dire joueur de bowling, c'est véridique. Son surnom, le Holy Roller, il est reconnaissable sur les pistes grâce à sa boule bleutée ornée d'une croix jaune. Lors d'une compétition locale, il écrase la concurrence et remporte le trophée. Un honneur qui fait le plus grand bonheur de sa femme et de son fils ? Ah, pas vraiment. Levi Cohen, malgré un talent indéniable pour ce sport, a un peu honte de sa famille juive, de son père, de sa mère, et préfère passer son temps aux bornes d'arcade. Mais cette vie de gamer qu'il partage avec ses potes Jamal et Amy est un chouïa compliqué quand elle est perturbée par Clyde, le frère d'Amy et surtout le fils du patron de l'établissement. Bon alors, que dire de Clyde ? Il est blond, il est agaçant, il a l'air très bête, et en fait il est surtout antisémite. Et après une légère confrontation, Levi est désormais persona non grata dans l'établissement. S'ensuit une petite ellipse temporelle. Nous voici maintenant dans le présent, au nord du Japon, sur un voilier de Greenpeace. On y retrouve Levi, évidemment plus vieux, en cosplay de Rambo avec bandana rouge et muscles saillants. Déjà 20 ans qu'il est présent sur ce bateau et on comprend vite qu'il n'y fait pas grand-chose à part jongler, boire et fumer des joints. S'il compte bien rester, le capitaine du navire lui apprend malheureusement que son père est gravement malade. Pas le choix, il va devoir retourner à Clovel. Retour donc à la civilisation, au fast-food, à la pollution, au capitalisme, aux publicités des armes à feu et surtout retour de l'antisémitisme. Cet air américain est un régal. Mais le plus important, Levi est de retour dans les bras de son cher père. On apprend qu'ils ne se sont pas vus depuis la mort de la mère. Il y a de ça déjà 20 ans. David et Levi n'ont plus grand-chose en commun, on ne sait pas encore vraiment pourquoi, mais Levi a fait son choix. Il ne veut plus rien avoir avec le bowling, le judaïsme, cette ville et même cette famille. Cet héritage, il veut l'oublier. Il est revenu par respect, mais ça s'arrête là. Une décision que ne comprend pas du tout son père. Et alors que Levi s'apprête à repartir, son père ne peut s'empêcher de lui donner sa boule de bowling favorite. Il l'accepte et part se balader en ville, en sac à dos. Clovel a d'ailleurs bien changé, cette petite ville, elle s'est vidée de ses commerces, de ses passants, de toute vie. Et par le plus grand des hasards, notre ami Levi, il tombe sur cette fameuse salle de bowling et d'arcade de son enfance. Il y passe une tête, puis repart, mais se fait repérer par Clyde. Vous vous rappelez de petit antisémite blond là ? Qui compte bien lui faire passer le message qu'il n'est pas du tout le bienvenu.
Et la nuit tombée, c'est un véritable guet-apens. Clyde et 2 de ses amis le passent à tabac. L'agression est violente, purement antisémite. Pour se défendre, la boule de bowling devient une arme. Levi s'en saisit et frappe de toutes ses forces. Après quelques coups dans les mâchoires, il finit par tuer un des 2 hommes. Clyde, blessé et fou de rage, s'enfuit en voiture en promettant de s'en prendre à son père. Fin de la première issue qui nous fait bien une 40aine de pages déjà. Promis, les 2 prochaines sont plus courtes. Qu'on les a sentis passer les 40 pages. On en reparlera. On retrouve donc dans cette deuxième issue Levi chez son paternel, en train de soigner ses blessures et l'avertir du danger en approche. Arrive alors son ancien camarade, Jamal. Ce dernier lui apprend que le père de Clyde est devenu maire de la ville et qu'il s'est donc fait un ennemi très puissant et surtout dangereux, comme l'atteste l'arrivée de Clyde, accompagné cette fois-ci de plusieurs hommes fort sympathiques, armés jusqu'aux dents, couverts de drapeaux américains, de croix gammées et de casques un peu trop allemands à mon goût. Levi s'équipe donc de protection de hockey, d'un club de golf et évidemment de sa boule de bowling et c'est parti pour une bonne baston. Une fois dans la maison, c'est le festival des dents et os brisés. Levi ne fait qu'une bouchée de ses néo-nazis et blesse très grièvement Clyde tout en faisant des blagues avec le vocabulaire du bowling. Spare me ça, have a ball, bref, du bon goût. Mais lorsque la police arrive, notre héros s'en prend accidentellement à eux. Grossière erreur qui pousse Levi à fuir la police, qui lui tire dessus. Blessé, il parvient néanmoins à s'échapper et la chasse à l'homme est lancée. On passe maintenant donc à la 3e issue. Levi est, on ne sait vraiment comment, rattrapé par la police. Il finit emprisonné dans une cellule remplie de néo-nazis qui vont le passer à tabac, encore. Et heureusement pour lui, Amy, la sœur de Clyde, paye sa caution et lui permet de sortir de prison. Elle lui apprend que Clyde est à l'hôpital dans un état végétatif et qu'il faut fuir la ville, puisque toute la ville, en tout cas son père, veut l'achever. Donc en retrouvant David Cohen, il tente de le convaincre de partir de cet endroit gangréné par les idées fascistes du maire, ce dont il refuse. Il n'a plus beaucoup de temps à vivre, il préfère rester dans sa maison. Pas de chance, celle-ci est incendiée. Tous les souvenirs et l'héritage de la famille Cohen sont partis en fumée. La vengeance a sonné. Et c'est ainsi que s'achèvent ces 3 premières issues de ce Holy Roller. Et mon sentiment, il est un petit peu mitigé. Je trouve la première issue vraiment réussie. On met en place des personnages, un décor, les enjeux. 40 pages quand même. 40 pages quand même pour installer. Il y avait la place. Oui. Avec une clôture qui est quand même assez violente et donc qui dénote vraiment sur toutes ces 35 premières pages. On sent qu'on a une maîtrise de l'affrontement qui se vérifie après. La deuxième issue est quand même basée que sur le combat dans la maison et qui est plutôt sympa. J'ai pas grand chose à dire sur ces 3 premières issues. Mais c'est après, je trouve que Holy Roller se perd. La série est en effet une ongoing. Elle a déjà 5 issues de sortie. C'est même pas une mini, c'est une ongoing. Non, c'est une ongoing. Et pour les avoir lus, on rentre dans un délire très série B. Ça se finit à partir de la 5e sur une sorte de Batman contre des néo-nazis, où on a des boules de bowling piégées, qui rebondissent dans tous les sens, qui balancent de la fumée. Enfin bref, on perd un peu toute la profondeur du récit, à mon sens, qui était vraiment intéressant. C'est dommage, parce que Holy Roller, ça raconte la mort de ces villes rurales américaines. Ça dépeint une société américaine post-attaque du Capitole aussi, avec la montée en puissance du néonazisme, de l'antisémitisme. Et surtout, on parle d'héritage familial, notamment dans la religion juive. Et c'est pas pour rien que Andy Samberg et Joe Otroman sont du projet, puisque tous les 2 sont juifs. Et les 2 ne se disent pas particulièrement religieux. Joe Otroman le dit d'ailleurs, il a déclaré dans une interview « Je pense que dans ma famille, nous étions plus juifs culturellement que nous étions religieux ». Et c'est une histoire que n'aurait pas pu écrire Remender sans ces 2 autres auteurs. Mais malheureusement, le projet Holy Roller est vraiment vendu comme une série B drôle et fun. Et je trouve pas ça très satisfaisant sur cette direction un peu plus funky, parce que le fond, c'est ce qui me donnait envie. En fait, je suis venu pour le bowling et j'ai eu plus que ça. Et on m'a redonné du bowling à la fin. Et en fait, non, j'aurais aimé continuer sur ça. Le dessin est quant à lui parfois très sommaire. Je suis pas très fan du travail de Roland Boschi, même si les combats sont assez dynamiques, avec pas mal d'effets et de couleurs. Mais les gros plans sur les visages sont réussis. Mais dès qu'on a un cadre un peu plus large, on revient sur un dessin un peu moins fin. Et c'est un style quand même assez particulier. Alors j'ai pas lu Scumbag pour pouvoir comparer son travail, mais j'ai pas très apprécié le visuel. Enfin bref. Je garderai un œil sur les retours. Pour l'instant, je suis pas très emballé. Pour moi, on est plus proche de la rigole que du strike. Oh, wow. La petite mention bowling, genre lui, il s'est lancé sa balle, quoi. Regan, de ton côté. Je vais essayer de pas faire un spare. C'est le seul mot que je C'était compliqué. Déjà, vous avez vu qu'on a répété
pas mal de fois le mot 40 pages de la première issue. C'est pas pour rien, c'est vraiment très long. Hein. C'était si long, cette première issue. En fait, mon problème, déjà, moi, j'avais pas capté, parce que je suis encore naïf, hein, qu'on était dans une berserk, qu'on était dans une mom, qu'on était dans une... Vous savez, ces comics écrits par des acteurs secondés par des auteurs pour essayer d'en tirer quelque chose. Et effectivement, une trame est en train de se dégager un petit peu de ce genre de comics. Alors, je fais pas de généralité, puisqu'on a eu l'excellent Riddler année 1 par l'acteur qui joue le Riddler dans The Batman, qui était parfaitement excellent. Paul Dano. Exactement, merci, je cherchais le nom. Mais qu'il a écrit tout seul, en l'occurrence, qui ne s'est pas fait épauler par un auteur. Et là, vraiment, on est dans les travers que je trouve malheureusement presque habituels maintenant de ça. Déjà, moi, c'est tout bête, hein, ce qui m'a choqué. Première page, ça hurle nostalgie. Ça hurle dans tes oreilles nostalgie. Il y a du Pac-Man, il y a des ça cale beaucoup de refs. Il y a des références tous les 3 secondes. Sur beaucoup de pages, même après. C'est encore une fois, on en parlait il n'y a pas longtemps, la nostalgie, oui, mais à petite dose. Et on a l'occasion d'en reparler pour New Frontier. Il y a une différence entre nostalgie et hommage. Et ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais bon, c'était pas une rédhibitoire non plus. Non, le vrai problème, c'est que c'est plus le Remender de Scumbag que le Remender de Seven to Eternity, quoi, littéralement. Et autant vous dire que Scumbag m'est légèrement tombé des mains, pour rester poli. Non, enfin, il y a des problèmes de rythme, il y a des problèmes de... on l'a dit, il y a un truc tout bête, il y a une transition entre la 2 et la 3 qui est éclatée. Enfin, il manque quasiment une page, quoi, littéralement. C'est pas du tout naturel. C'est un peu l'ennui. Globalement, au niveau dessin, ça fait un petit peu... On essaie de faire un peu les acteurs, vous voyez. Le personnage principal, on ressemble quand même un petit peu à Andy Samberg. Il y a une petite tentative de ressemblance. Oui, quand même. Ça me parle pas plus que ça. Puis en plus, ça va chercher un peu du côté de Preacher, mais pas dans le bon sens du terme, hein, avec tête de fion. Désolé, c'est pas moi qui ai inventé le terme. Allez régler vos comptes avec Garcenis. Ouais, puis et comme le dit Matt, tout ça pour finir par au final une secret origins d'un personnage de série B super-héroïque avec des gimmicks de bowling. Tout ça pour ça un petit peu quand même. Hein. Tout ça pour ça. J'avoue que j'ai pas... Alors c'est pas l'ennui, hein, mais j'ai pas plus apprécié que ça, honnêtement. C'était pas ouf, quoi. J'ai pas de G's in my pants pour ceux qui auront la ref. Et est-ce que cette cover... Parce que j'ai lu la première du coup. Est-ce que cette cover vendait pas quelque chose que c'est pas tout à fait ce qu'on a ? Ah bah surtout cette cover spoil à mort, ce qui n'arrivera que dans 5 épisodes. Exactement, en fait. C'est-à-dire que j'ai lu la première, j'ai un peu passé vite fait la 2 et la 3, mais on n'y est toujours pas à la cover de la première, arrivé à la 3e issue, ce qui est quand même un petit peu frustrant. C'est frustrant, et quand ça arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche réellement de costumes. D'un coup, on va arriver sur, je crois que c'est la 5e issue, on arrive, combat, et là, il y a full gadget. Il a son équipement, il a son truc. Jamal, c'est devenu un peu le Alfred, mais version nerd. Ça va dans tous les sens, et j'avoue que même ça, en fait, il n'y a même pas d'instant vraiment où on se dit vraiment, le personnage évolue, il devient plus fort. Non. Ça change. Un peu comme l'écart entre l'issue 2 et 3. Il part en fuyant la police et début de l'issue 3, il est arrêté. Et comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce que... Je sais pas. J'ai l'impression que on évolue artificiellement en fait dans l'histoire. Et ça, du coup, ça sonne un peu comme si les 3 premières étaient genre un addendum, genre un flashback pour dire voilà ce que c'était son origin story. Ça pourrait même être en bonus. Ça n'est même pas le cœur du sujet. Et après, on part apparemment sur... le Holy Roller qui sévit dans les rues de Gotham, enfin pas de Gotham, mais on s'est compris. Alors que vraiment le sujet, je trouve que autour du judaïsme et qui parle un peu de cette Amérique-là était vraiment très intéressante, et on l'oublie très facilement. Mais alors très facilement. Et puis ça se termine, l'issue 5 se termine par un truc vu et revu, et même dans je sais pas comment ça s'appelle exactement, à la fin, il y a des moments où les artistes écrivent des choses, après il y a des questions aussi. Dans les petits bonus. Ouais, exactement. Ouais. Et il dit oh là là, ce truc qui a déjà été vu et revu, ça vous a étonné ? Et je suis en mode genre, quoi ? C'est quoi le principe ? Je comprends pas. Comme si dénoncer soi-même une blague
blague en fait une. Enfin voilà, c'est genre. C'est l'excuse, quoi. c'est la série B qui ne s'assume pas au début et qui après prend son envol. Le problème, c'est que ça dépend. Soit tu perds ton lecteur parce qu'il attend de la série B et au début tu l'as plus parce que 40 pages quand même, qu'il faut s'enfiler dès le premier issue. Donc c'est un peu compliqué. Soit des gens qui arrivent par hasard, trouvent ça intéressant et après ce virage série B peut-être que va lâcher. Moi en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pas évident. Ouais. Puis on n'arrive pas à cette cover quand même. Moi j'ai attendu la cover, j'ai vraiment attendu la cover. Est-ce qu'il y a un petit truc à rajouter? Non. Non, c'était pas Indispensable. C'est deux fois que je fais une review, 2 fois que je touche. Ça arrive. C'est Je pas te rappelle grave. que j'ai commencé avec du Millard, moi, donc il y a encore de la marge. Hein. J'aime beaucoup Millard, je veux pas le problème. Aïe. Vivement que je fasse une émission avec Matt. Du coup, on passe au deuxième, troisième comics. Alors, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. On est Plot sur twist. un double comics parce que Reagan, il veut pas faire les choses à moitié. Donc, on va parler de The One End et de Six Finger. Aux manettes, Ram V et Dan Waters, chacun de son côté. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors oui, c'est un cas un peu particulier puisque c'est bien 2 reviews, mais effectivement, c'est une seule série, si on peut dire ça comme ça. Donc effectivement, nous avons d'un côté One Hand avec Ram V, Ram V, un rare flavor qu'on a fait il y a pas longtemps, Layla Starr, Detective Comics, quelqu'un des connus des services dans le bon sens du terme. Au dessin, Laurence Campbell, qu'on a vu notamment sur BPRD ou Moon Knight et Punisher. Côté couleur, Léa Lougridge, je ne sais pas comment on le prononce, Hellblazer, Gotham Central, vous savez, ce côté très gras, très, très prononcé au niveau du trait. Au lettrage, Aditya Bidikar, qui est un habitué du travail Ram V, puisqu'il a fait Detective Comics, son film, etc. Et enfin, parce que, comme je le dis souvent, c'est de plus en plus notable sur les œuvres de comics, au logo et design, nous avons Tom Muller, qui a travaillé notamment sur de nombreux titres autour de l'univers Krakoa. Donc ça, c'est pour One Hand. Et pour The Six Fingers, nous avons Dan Waters, donc comme tu l'as dit, au niveau du scénario, qui avait fait notamment du Lucifer ou du Homesick Pilots. Au dessin, Sumit Kumar, qui avait lui aussi travaillé déjà pas mal avec Ram V, avec The Savage Shore, Detective Comics et The Vigil. Et pour le reste, l'équipe est la même. Donc au couleur, c'est Lee, au lettrage, Aditya. Et au logo aussi, Tom Muller. Alors, donc évidemment, c'est un cas particulier. Puisque nous allons traiter une seule histoire, mais avec 2 points de vue différents. Donc, pour The One Hand, nous sommes à Neo Novena, en 2873. Ouais, rien que ça. Le détective Harry Nasser est sur le point de partir en retraite. Trop vieux pour ces conneries, bien sûr. Il n'y a rien de moins que l'arrestation du plus mystérieux tueur en série de la ville, Aka, le tueur à la main, qu'il a arrêté 2 fois, d'ailleurs. On a l'occasion d'y revenir. Mais forcément, alors qu'il reçoit sa montre bien méritée offerte par ses collègues, la nouvelle tombe. Un nouveau meurtre a eu lieu et tout porte à croire que c'est le mode opératoire du tueur à la main. Il serait de retour. Problème, le précédent est toujours en prison en fait. Donc avons-nous affaire à un copycat? Aurait-il arrêté la mauvaise personne 2 fois qui plus est? Bien évidemment, il demande à être mis sur l'enquête pour en finir une bonne fois pour toutes et régler cette question avant sa retraite. Alors qu'il analyse la scène de crime, il va remarquer un élément qui n'était pas là les fois précédentes au niveau des marques laissées. Donc le tueur, pourquoi on l'appelle tueur à la main, c'est qu'il y a une marque, une empreinte de main sur les murs et des sortes de logos, une sorte d'alphabet visuel incompréhensible, en tout cas que les enquêteurs n'ont jamais traduit. Et sur cette traditionnelle empreinte de main donc, du tueur en série, une fine trace sur le côté, comme si le tueur avait un 6e doigt sur le côté droit. Voilà pour One Hand. Et je vais enchaîner sur le synopsis du coup de The Six Finger. Nous sommes à Neo Novena en 2873. L'étudiant Jonas Berg Veil est sur le point d'obtenir le financement dont il a besoin pour résoudre l'énigme de l'artefact laissé par son père. Mais forcément, alors qu'il fait sa présentation, impossible de retrouver son dossier et retour à la case départ, c'est-à-dire l'usine. L'usine qui, encore, est confrontée à une fuite de produits légèrement toxiques, majeurs, qui menace toute la production et son travail accessoirement.
Il décide d'agir malgré les risques de contamination et va donc se faire réaliser l'évacuation lui-même dans une combinaison qui ne le protégera malheureusement pas suffisamment. Il récoltera pour sa bonne action un ticket pour le chômage et des médocs pour limiter les risques de mutation, alors qu'un 6e doigt lui pousse sur la main droite. Pam, pam, Mais alors qu'il cherche et retourne sur ses pas pour trouver ou retrouver en tout cas ces fameuses notes que j'ai dit tout à l'heure qu'il n'avait pas sur lui lors de la présentation, une partie de la soirée semble manquer dans sa mémoire et tout porte à croire que durant ce blackout, il aurait été le tueur à la main. Ah, oups. Pas de chance. Problème, il n'a absolument aucun souvenir. Bien évidemment, il cherche à comprendre ce qui a pu se passer et mène sa propre enquête pour comprendre de quoi il retourne. Donc, comme vous le voyez, nous sommes sur un récit en 2 points de vue autour d'un tueur en série, ce qui sonne assez classique en tout cas au premier abord, mais qui va plus loin que ça. Déjà, le point le plus important, un point important, je ne sais pas si ça a déjà été fait par le passé, je ne pense pas, mais en dehors de Crossover Event, pour moi, c'est la première fois que je vois ce gimmick de duo de titres qui publient en alternance et offrent 2 points de vue sur une même histoire. Et le gimmick va aller plus loin que juste le fait d'être un gimmick. On retrouve par exemple ce qui est intéressant dans les univers partagés, c'est-à-dire des mêmes situations avec un changement de caméra, de focus, pour voir la situation des points de vue de ces 2 protagonistes, donc entre notre archéologue tueur en série à la suite de son plein gré et du détective. C'est d'autant plus appréciable que la forme permet de deviner un des points fondamentaux de la série, enfin des points de la série. L'identité du tueur n'est pas l'enjeu de la série, ce qui n'est pas forcément le cas des fameux Whodunit, etc. Donc on évacue tout de suite, c'est pas ça le sujet. Et justement, la question va être, mais alors, quel est le sujet si le tueur est déjà connu du lecteur? Et c'est là qu'est toute la petite, Le sel. petite affaire, tout le sel, effectivement. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ce gimmick me fonctionne bien. Alors, d'ailleurs, il faudra que ce soit d'ailleurs suivi en TPB, parce que s'ils me font toute une série, puis toute une série, forcément, ça passe. C'est qu'actuellement, il y en a. Alors, c'est pas fini. Exactement. Il y en a un qui sort chacun. En alternance, effectivement. Donc, on a un coup The One Hand, un coup The Six Finger. Donc, en alternance, et on en est au 3e des 2 séries. Oui, j'ai attendu le 3e des 2 séries pour pouvoir faire cette review des 2 séries en même temps. Clin d'œil, Matt. Ne me regarde pas, je ne sais pas de quoi tu parles. Et donc, c'est vraiment c'est original, c'est intéressant. C'est une mini, je sais pas si je l'avais dit, donc c'est une mini en 5, enfin c'est 2 mini du coup en 5 publiées chez Image, j'imagine, oui c'est Image, et nous avons donc 3 numéros de sortie. Ce que je voulais dire d'autre, c'est que vous l'avez vu, j'ai dit au tout début que ça se passait en 2800, et donc c'est une série qui est quand même associée à de la SF. Sauf que ce n'est pas balancé au visage. Ce n'est pas voyez les voitures volantes, première page, et démerdez-vous avec ça. Au contraire, ça va plutôt se servir de ce sujet d'être en avance de SF, excusez-moi, au fur et à mesure du récit. C'est-à-dire qu'il va utiliser des éléments fantastiques au fil du déroulé du récit et va se servir de ces éléments-là pour l'histoire, et ça aura une importance grandissante au niveau du récit. C'est une montée en puissance donc qui accompagne correctement le récit. D'ailleurs, tellement au début que je vous avoue que quand je lis les premières pages, je me dis bah oui, mais pourquoi l'avoir mis en 2800 tu faisais la même chose aujourd'hui, c'était pareil. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Du coup, forcément, sans trop en révéler sur l'intrigue, puisque l'épisode 3 est assez important au niveau de la bascule du sujet, il y a une ambiance forcément Blade Runner, une ambiance polar, futuriste, qui n'est jamais très loin en termes de narration. Le format mini, on en parle souvent, il y a des inquiétudes au niveau d'avoir le temps de raconter son histoire. Je pense qu'on est bon, puisque l'issue 3 place des éléments qui sentent clairement la conclusion et l'articulation semble bonne, ce qui n'est pas toujours le cas. Côté dessin, alors donc nous avons 2 artistes comme on le disait, c'est plutôt propre, ça fonctionne plutôt bien. À noter que certains qu'il y a 2 styles différents qui vont bien avec le récit.
Kumar, côté Six Finger, est un style plutôt propre, presque franco-belge, un peu plus sage, mais qui apporte bien le côté assez méthodique, propre du tueur en série, alors que le style de Campbell sur One Hand est beaucoup plus sale, beaucoup plus ancré, beaucoup plus poisseux, beaucoup plus sombre, qui colle bien évidemment avec le côté enquête sur les meurtres. Et ça marche bien dans les deux cas. Ça se complète bien, je trouve, au niveau du scénario, au niveau de la mise en page. Et d'ailleurs, en parlant de mise en page, effectivement, il y a quelques travaux de mise en page assez intéressants qui jouent notamment avec ces fameux symboles que je vous parlais au tout début, avec des sortes de symboles géométriques qui vont être retrouvés un petit peu dans les décors, dans la manière de construire même les cases des pages et tout. Donc, il y a un vrai travail graphique au niveau de la série qui n'est pas inintéressant. Sans trop en spoiler, donc un des sujets du comic, c'est évidemment le Ghost in the Shell, la limite de la conscience, tout ce qui est autour de l'IA, enfin indirectement de l'humanité qu'on peut mettre dans des machines. On n'a pas toutes les clés honnêtement à l'épisode 3, donc il reste quand même des choses à répondre, mais on est suffisamment accroché, je trouve, pour avoir envie d'aller jusqu'au bout. Et écoutez, moi en tout cas j'irai jusqu'au bout parce que je passe un très bon moment. Ok, on reviendra vers toi un petit peu après. Matt, j'ai complètement adhéré. Tu parlais tout à l'heure donc du thème, du vrai thème, on va dire, des deux comics qui est un peu ce côté IA. En fait, on le voit suffisamment bien. Le 2873 en fait se marque vraiment à travers des sortes d'androïdes qu'on appelle les COG. Et ces COG-là, au début, ils n'ont pas vraiment d'importance, notamment sur la première issue de One Hand. Et ils vont prendre tout petit à petit de la place, de l'importance. On va les voir de temps en temps. Et je trouve que c'est vraiment réussi sur ça. C'est vraiment trop bien. Alors moi, j'ai pas lu de manière conventionnelle, évidemment. J'ai d'abord lu les 3 issues de One Hand. Et ensuite, les 3 issues de Six Fingers, évidemment, les 3. Je me posais la question sur le mode de consommation, en fait, si ça marchait. Exactement. Ça marche aussi, du coup. Ouais. Ça marche aussi. Parce qu'en fait, ce qui est assez formidable, c'est que One Hand, par son esthétique un peu plus crasseuse, très proche de Seven, de Zodiac, puisqu'on va suivre en fait un inspecteur qui va essayer de trouver des indices. En fait, en tant que spectateur, en tant que lecteur, on a des zones d'ombre à nous que l'inspecteur va dévoiler petit à petit, mais même lui a ces zones d'ombre là et on comprend pas où est-ce que ça va. On essaye de suivre, on a beaucoup d'interrogations et on est quand même emmené. Après, on lit Six Fingers et en fait, on a donc le point de vue de l'archéologue. Hashtag tueur en série parce que apparemment ça paie pas assez et là on a une autre, donc au niveau du graphisme c'est quand même plus propre comme tu l'as dit, donc c'est pas la même ambiance, c'est pas le même rythme et c'est plus agréable, c'est plus facile à suivre je trouve, puisque One Hand, vu que c'est très mystérieux, on a un peu de mal à comprendre où est-ce que ça va. Six Fingers, on allume la lumière et on dit en fait voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Plus didactique. Et c'est super, et lire Six Fingers à la suite c'est vraiment très très chouette, puisqu'en fait on comprend un peu tout. La 3e issue est très particulière parce qu'on a l'impression que là il y a une sorte de turning point, puisque il y a des éléments qu'on comprend pas du tout, et là on passe sur le personnage qu'on suit, en fait, il a des réponses que nous n'avons pas, alors qu'au début, c'était un peu mélangé. Et non, c'était vraiment trop bien. L'enquête, elle est passionnante. Comme tu l'as dit, en termes de mise en page, c'est vraiment réussi. En termes de couleurs, c'est réussi. J'espère qu'ils vont... Je sais pas comment ils vont se débrouiller pour la VF. En termes de... Est-ce qu'ils vont faire 1-1 ? C'est ça, ouais. Honnêtement, je pense que ça... Alors, même si, comme tu disais, c'est lisible, ça gagne vraiment à alterner l'un l'autre. Toi, tu les as lus en alternant, du coup ? Ouais, j'ai lu en alternance, notamment parce que, comme je disais, quand il y a des scènes où les deux personnages passent dans les mêmes lieux, il y a vraiment ce côté changement de caméra. C'est assez agréable d'avoir encore c'est limite, il ne faudrait pas tourner les pages en même temps. C'est quoi. ça, c'est assez agréable, je trouve, effectivement. Donc, j'espère, effectivement, qu'ils feront en alternance. Et je sais, en tout cas, qu'aux US, le TPB est annoncé, qui est annoncé s'appelle The One Hand and the Six Finger. Oui, donc ça sera les 10. Ce sera un seul TPB avec les 10. D'accord. Et il y a juste cette histoire de j'espère que ce sera bien alterné. Et en VF, j'espère aussi qu'ils feront le travail. Ça reste un gros bébé. Ouais. Il y a un petit côté Westworld d'ailleurs aussi, soit dit en passant. Ouais, clairement. Et non, par contre, ce que j'ai remarqué, ou en tout cas ce que j'aimerais que ça continue, c'est que One Hand, quand on lit les 3 à la suite, ça se tient.
Excellente remarque. L'attente que j'aimerais avoir, c'est qu'avec les 5 issues, on ait une histoire complète. Qui n'est pas Et se forcément dit- besoin d'avoir la deuxième Exactement. partie. Et que Six Fingers, ce soit la même chose. Et que quand on lit l'entièreté, on a vraiment un tableau plutôt grand. C'est l'impression que j'en ai, il faudra confirmer bien sûr au final. J'ai l'impression que même si on avait lu que The One Hand, ça fonctionne. Après, forcément, l'intérêt est aussi d'utiliser le gimmick, sinon à quoi bon Mais ça serait quand même malin et très réussi d'avoir fait deux Voilà, que ça histoires fonctionne qui fonctionnent vraiment, chacune de leur côté, Et mais c'est l'impression que j'ai. Après, fusionnent. inévitablement, tu vas avoir un moment donné où ça va être quasiment fusionné. Enfin, j'imagine que les derniers issues vont être ça. quasiment du page à Et c'est page. surtout comment dire qu'il y a une histoire qui va se finir avant l'autre dans la publication. C'est la grande question. Et on va peut-être finir du coup avec la partie qui actuellement est sur le méchant. Ou alors, il faudrait que le dernier soit en fait les deux en même temps. Un double, ouais. Ce qui est réussi plutôt Six Fingers, c'est que quand on les lit, donc One Hand, Six Fingers, on lit quand même une partie de l'histoire de One Hand quand on relit Six Fingers. Mais le l'issue va toujours un peu plus loin que la fin de l'issue précédente. Et donc, ça apporte toujours cette plus-value, au-delà d'avoir la plus-value quand même de l'autre vision du personnage. Mais pour l'instant, ça se tient. Je trouve ça assez formidable. À voir, il reste 4 issues, à voir. Oui, ça peut ouvrir des choses sur la conclusion aussi. Peut-être avoir une issue qui conclut et l'autre qui en fait ouvre sur. Ça serait original. Ouais, c'est pas mal. Mais ça va au-delà de son gimmick en tout cas, et ça c'est cool. Parce que c'est toujours un peu la crainte des high concepts et des idées éditoriales. Ça va plus loin que ça, je pense. Et le fait d'avoir 2 équipes sur une même histoire, ça passe bien. Il n'y a pas de. Non, et je pense honnêtement que Rambi doit être quand même un peu en mode architecte, c'est-à-dire que je ne veux pas diminuer évidemment le travail des 2 équipes, mais je pense qu'il a un peu chapeauté quand même le tout globalement. Ouais. Et surtout en termes de, donc on en parlait de dessin, c'est pas anodin que ce soit pas le même dessinateur, puisque c'est 2 personnages différents et c'est deux réalités différentes qui vont se rencontrer, et c'est vraiment très chouette. Ok. Est-ce qu'il y a un petit truc à rajouter sur le sujet? C'est déjà pas mal. Plutôt très positif en tout cas, très, très par positif. rapport à la petite séquence de bowling nazi. Et ben, merci beaucoup pour vos chroniques. Donc, pour rappel, on a parlé de Holy Roller chez Image Comics. Donc, c'est un joueur de bowling juif qui tabasse des nazis. Et de The One Hand Six Finger, c'est compliqué, un thriller, double comics dans le polar futur, polar futuriste. Même. Ok, alors si je me rate pas, on se retrouve après ce jingle pour le focus. Ah, on s'en sort avec ces petits boutons. Avant de démarrer le focus, petit rappel, vous pouvez venir débattre comics, jeux, films et de tout ce que vous voulez en fait sur notre Discord. Il y a le lien normalement dans les infos de l'épisode et je m'écris un mémo à moi-même de vérifier que le lien soit toujours actif pour que les gens puissent s'inscrire. Parce que c'est pas dit, ça expire ce genre de lien. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, vous pouvez voir les dessous du podcast. Sur X, faut que je m'habitue, j'arrive toujours pas à le dire. Sur Facebook, sur Comics Podcast, la page Facebook, ou le Bouillac Comics Club, le BCC qui survit malgré toutes ces années et cette désertion. Merci en tout cas à vous qui continuez de nous suivre. Merci d'avoir pensé, bien sûr, au moment où vous écoutez cet épisode, à nous mettre 5 étoiles sur toutes les applis de podcast que vous utilisez, y compris Podcast Addict, Spotify, des petits commentaires, des petits mots. Merci pour tous vos retours. Revenons au focus. Alors, vu le nombre de pages, le poids, je suppose que c'est Regan qui a choisi le focus. Et donc, c'est This is the New Frontier. C'est ça? C'est cela même. Vas-y, explique-moi, parce que j'ai vu 3 pages et j'ai un peu abandonné. Ah non, il faut pas. Donc, New Frontier de Darwin Cook, le fameux Darwin Cook, dont nous avons fait il n'y a pas si longtemps que ça, le Parker, qui est sorti en 2004 chez DC, qui est ressorti en DC Black Label, tout ça, mais en tout cas, c'est chez DC et chez Urban, chez nous, dans une magnifique édition absolue, avec tous les bonus possibles et imaginables. C'est une mini-maxi, toujours le même jeu, on va dire une mini-série en 6, en page augmentée néanmoins, en termes de... Grosse page augmentée, oui. Oui, il y a de quoi faire. Donc, de quoi parle The New Frontier ? 1945, la guerre est finie.
Mais dans les zones les plus reculées, le message n'est pas encore passé, et notamment sur certains îlots perdus dans le Pacifique. L'équipe des losers, partie sauver un certain Rick Flag, perdu sur une île du Pacifique, se retrouve confrontée à des dinosaures. Rien que ça. La mission ne sera pas un succès, c'est de suite plus compliqué, mais ils laisseront un avertissement sur place avec écrit « Is living ». Il est vivant. Bien mystérieux tout ça. Darwin Cook va, avec beaucoup de cœur, mettre un tas de personnages et de références à l'âge d'or du comics, en faisant globalement donc, un hommage à cette période. Et avant son passage de relais, d'où le nom, j'y reviendrai. En effet, donc les Losers, c'était une équipe de militaires chez DC Comics, qui sera repris par la suite et qui aura des revivals comme souvent. Et Rick Flag est un nom que vous connaissez peut-être par la Suicide Squad, puisque le fiston de Rick Flag y sera associé. Donc oui, cette notion d'âge d'or des comics est importante, puisque c'est le cœur du sujet de New Frontier. Donc ce que l'on nomme l'âge d'or, enfin les âges du comics, c'est plusieurs périodes du comics, traditionnellement séparées par des événements plus ou moins marquants, et se succédant les unes les autres. Donc on a l'âge d'or, excusez-moi, l'âge d'or en 1938 avec le début des Superman, etc., qui était des comics plus naïfs, plus jeunes, qui s'adressaient de toute façon à des enfants, même à des jeunes, au niveau des publications. C'était les fameux fascicules à 5 centimes achetés au kiosque et qui étaient publiés sur du papier cul. Ah, t'as connu ça? Bien sûr, bien sûr. Un clin d'œil au VHS. Ensuite, nous avons l'âge d'argent, qui qui démarre à peu près en 1956 et qui va du coup va marquer un changement au niveau de la narration des comics pour un public plus ado, avec une nouvelle génération de héros. C'est aussi post-guerre, puisqu'il va y avoir un écroulement du marché post-guerre. Il va y avoir aussi la problématique du Comics Code qui va se placer à ce moment-là. Et donc, on va chercher des nouvelles manières de raconter des histoires, avec notamment de la SF, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus comment dirais-je, agréable pour un public, tout public. Voilà, c'est le mot que je cherchais, pour éviter les censures notamment. Donc, excite les vampires, excite les loups-garous et compagnie. Ensuite, nous avons l'âge de bronze qui démarre vers 1970. Là, on va avoir une maturité qui va se mettre en place au niveau des sujets abordés. C'est un des marqueurs de ce changement, c'est la mort de Gwen Stacy dans Spider-Man. Spoiler alerte. Et l'arrivée d'un personnage. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais on y reviendra. De toute façon, c'est un des sujets de New Frontier. Et nous avons donc l'âge qu'on appelle moderne des comics, vers 1985, où là, on va encore augmenter l'âge du lectorat. En fait, le comics va suivre l'âge de son lectorat, et on va être dans une ambiance plus sombre, plus adulte, le fameux Watchmen, TDKR, donc où on va aborder des sujets plus sombres, avec les anti-héros, etc. Donc voilà comment ça se goupille. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que The New Frontier est le passage de l'âge d'or à l'âge d'argent. C'est ça le sujet principal du comics. Et comment ça va se poser pour les personnages de DC, puisqu'on est en l'occurrence chez DC. Pour reprendre la narration, donc après la guerre, la paranoïa du McCarthyisme va entraîner de lourdes conséquences sur le monde héroïque dans l'univers de New Frontier. Soit ils se démasquent, soit ils sont hors la loi. Au moins, c'est vite réglé. Donc le McCarthyisme, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais donc c'est un petit peu l'ambiance, la chasse au rouge. Donc, trouver les cocos et ce genre de choses, dans l'ambiance un peu parano qu'il y a eu aux États-Unis. Et donc, les super-héros en font les frais. Et la société de justice, qui est la team de l'époque, refuse et se met du coup en retraite forcée, laissant seulement Wonder Woman et Superman en agents officiels du gouvernement. Et bien sûr, Batman, qui en a rien à cirer de tout ça, fait sa popote dans son coin, évidemment. Et effectivement, il y a une ambiance Civil War, mais je vais y revenir, effectivement, c'est pas pour rien. Donc, il continuera dans l'illégalité à Gotham, et ils ont qu'à le choper s'ils veulent. D'ailleurs, Superman essaiera de le choper sans succès. Et oui, déjà avant TDKR, il y avait du monde. C'est assez malin, cette idée que le McCarthyisme va forcer les super-héros de l'âge d'or à la retraite,
parce que ça permet d'ancrer dans le réel c'est ce passage d'or à argent et de relais entre les super-héros. Et c'est fait forcément écho à une période compliquée, si on en est, pour les États-Unis, puisque notamment le macartisme a tapé sur Hollywood, les auteurs de bande dessinée, enfin tout ce qui était... ouvrez les guillemets de gauche, fermez les guillemets, mais en fait qui était tout ce qui était culturel et a fortement pesé à l'époque. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Darwin Cook n'évitera d'ailleurs pas les problèmes de cette époque dans son récit, puisque malgré un aspect très fantasmé, comme vous le voyez malheureusement très souvent du 7e mieux avant, à cette époque-là, c'est aussi la ségrégation, c'est aussi des problèmes notoires au niveau des Afro-Américains. Et il l'abordera par une nouvelle version de John Henry, qui est un personnage qu'on verra plus tard, c'est le style en fait avec le marteau que vous avez déjà vu, qui en fait fait référence à une comptine assez sombre autour du personnage, et donc il va se servir de ça pour aborder frontalement le sujet de la ségrégation et dire que oui, effectivement, c'était une époque de trouble. On reprend, le déroulé. Nous arrivons en 1955 et le docteur Herdel, lors d'une expérience qui va mal tourner, va téléporter contre son gré un véritable martien avant de mourir dans l'accident. Ce petit homme vert, John Jones, n'ayant aucun moyen de rentrer, parce que forcément les moyens modernes sont assez limités, va, grâce à ses capacités télépathiques et métamorphes, décider de se fondre dans la population et va devenir un enquêteur à Gotham en attendant une opportunité de rentrer. Et comme je vous en parlais tout à l'heure, il y a des marqueurs qui permettent de passer d'un âge à l'autre, et la création de la Justice League et l'arrivée de John Jones est un de ces marqueurs de changement d'âge, donc c'est pas pour rien aussi qu'il est là. Et à noter que, donc, je vous ai parlé aussi qu'il y avait l'arrivée des FF qui fait partie de ces marqueurs, et un des points pivots qu'on peut retrouver indirectement dans New Frontier, c'est les Challengers. Vous allez me dire, qu'est-ce que les Challengers ? En fait, les Challengers de l'Inconnu, c'était une équipe créée par Jack... Je suis désolé, je sais, il y a beaucoup de choses à raconter, mais je pense que c'est assez intéressant. Alors, à noter que tout ça, c'est pour enrichir le récit. Hein. Ça peut se lire sans avoir... Ça remet dans le contexte au moins. Exactement. Mais les Challengers de l'Inconnu étaient la première équipe qu'avait créé Jack Kirby pour DC, et qui sont littéralement... Les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques. C'est un prototype des 4 Fantastiques. Vraiment les 4 Fantastiques. Littéralement. Qui va créer du coup côté de chez DC, et qu'il va plus ou moins reproduire en rajoutant un côté famille qui va apporter du poids à son équipe avec les FF, qui aussi, comme je vous l'ai dit, était un marqueur important du changement d'époque. Donc Challengers, c'est avant... avant les FF, oui. D'accord. C'est les proto-FF, littéralement. Okay. D'ailleurs, il y a un récit qui a été fait par Tim Sale et Jeff Lubb, qui a été un de leurs premiers travaux. D'accord. Et qui est sur le Challengers Inconnu, que je n'ai pas lu et que j'ai la curiosité d'ailleurs d'aller voir. Donc vous l'avez compris, on aura beaucoup de protagonistes qui vont apparaître dans The New Frontier et qui vont vraiment montrer la nouvelle génération qui va prendre la suite de ces fameux héros de l'âge d'or qui ont été plus ou moins mis à la retraite. Donc parmi les protagonistes pêle-mêle, nous avons Hal Jordan, un pilote pacifiste tête brûlée qui, après la guerre de Corée, va se reconvertir en pilote d'essai. Nous avons Barry Allen, qui va se retrouver propulsé homme le plus rapide du monde. Nous avons Adam Strange, un fou qui est persuadé d'être transporté périodiquement sur une autre planète et enfermé à Arkham. Donc nous avons les Challengers, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont des rescapés d'un crash qui ont formé une équipe d'aventuriers. John Henry, comme je disais tout à l'heure. Pour être clair, au niveau du sujet, c'est le seul survivant d'un lynchage du Ku Klux Klan qui va chercher à venger la perte de sa famille en pourchassant les membres du clan. Nous avons aussi de l'espionnage, parce que la période s'y prête, qui n'est pas en reste, avec notamment la première Suicide Squad, qui était plutôt une équipe sans super pouvoir, mais qui était déjà des barjots prêts à tout. Et King Faraday, qui est un personnage un peu plus obscur de l'univers d'ici, mais qui revient assez souvent, qui est une sorte de comploteur de haut vol dans les sphères de l'espionnage, et qui va s'intéresser aux risques extraterrestres et Mars, comme je disais tout à l'heure. Et il prône plutôt le frapper avant et discuter après. Et bien sûr, bien d'autres personnages. Tous ces protagonistes vont être liés directement ou indirectement à une enquête autour d'un culte apocalyptique qui annonce la fin du monde et la venue du centre. Menace qui deviendra bien concrète quand cette
ce fameux centre se révélera être littéralement l'île du Pacifique que je vous parlais du tout début là. Oui, je sais, ça remonte déjà à loin, vu que je n'arrête pas. Qui était avec des dinosaures, tout ça, qui en fait est un être vivant et qui va se réveiller après des millénaires de sommeil pour attaquer le monde et piller ses ressources pour pouvoir repartir dans l'espace. On parle de l'île. On parle littéralement de l'île, hein. Effectivement. Lost, tu nous entends. La menace sera d'ailleurs tellement gigantesque au sens littéral, puisque c'est une immense île, que c'est la mobilisation de tous les héros de l'âge d'or et surtout de l'âge d'argent qui permettra de s'en sortir vivant et de sauver la planète s'il en est. Voilà un petit peu pour le résumé agrémenté de la série. Déjà, je vais juste noter un petit détail. New Frontier, ça vient pas de nulle part. Ça vient du discours d'investiture de JFK, qui représentait lui aussi d'ailleurs à l'époque un renouveau. Et il va utiliser le terme New Frontier comme une sorte de label de son action présidentielle. Et donc là, clairement, ça fait écho à cette nouvelle génération qui veut prendre le relais. C'est un peu le changement, c'est maintenant version américaine. Voilà, en beaucoup mieux quand même. Et sans les mouvements de bras ridicules. À noter aussi que le comics a gagné la triplette, c'est-à-dire l'Eisner Award, le Harvey Award et le Shuster Award. Excusez du peu s'il en est. Que dire ? Eh bien écoutez, moi ce que je voulais relever notamment, laisser aussi un peu la parole à mes petits camarades, c'est que le travail de Cook est passionnant. C'est aussi un travail un petit peu d'archiviste, comme je vous dis, puisqu'il essaie de faire un hommage à tous ces personnages de l'âge d'or, etc. Il rejoint les travaux de James Robinson et Geoff Johns, notamment donc James Robinson sur le comics Golden Age et Geoff Johns sur le comics Justice Society of America, qui vont essayer encore une fois, de mettre en avant l'héritage, la qualité de ces personnages, sans faire du passéisme, puisque encore une fois, hein, le sujet du Frontier est le passage de relais pour la nouvelle génération. Donc, c'était pas mieux avant, mais les nouveaux essayent de l'être à la hauteur de leurs aînés et ils essayent de faire de leur mieux. Le titre, vous l'avez compris, est très référencé évidemment, avec beaucoup de personnages, mais je ne pense pas, même si on va confirmer après, que ce soit un bloquable, entre guillemets, de lire sans connaître tous ces personnages. Je pense qu'il y a quand même une richesse qui se laisse accompagner. Ça donne du background, évidemment, mais je pense plutôt que ça peut très bien se lire même comme un premier comic, d'ailleurs, celui en passant. Mais surtout, c'est un comic où on peut revenir. Des années après, avoir un peu plus de bouteilles dans la lecture, se dire je vais relire New Frontier et je vais voir un petit peu toutes les subtilités, comme un Watchmen était aussi une double lecture à l'époque. Écoutez, moi je trouve ça plutôt cool. Donc pour moi, évidemment, pour finir, pour moi c'est le magnum opus de Darwyn Cooke. C'est tout son amour pour les comics en une œuvre. Une issue, oui. Non, peut-être pas Une issue de 400 pages. Alors, effectivement, à noter que donc la série est assez longue pour une mini-série. Il faut voir quand même qu'il y a énormément de bonus. Genre Oui. une quantité Ouais. astronomique. J'ai regardé, ça fait quand même 400 pages sans les bonus. On est d'accord, mais c'est pour dire que la moitié, littéralement, du comic, ce sont les bonus. Oui. Et il y a vraiment tout ce côté coulisses de création. C'est vraiment très intéressant. Il vient aussi notamment sur son travail sur la série animée, puisqu'il a travaillé sur le film animé, pardon. Il a travaillé en collaboration avec les studios donc Warner et DC pour la production de ce film d'animation, qui est d'ailleurs très sympathique. Je vous le recommande chaudement, qui était sorti en 2008. Et l'édition d'Urban, comme je dis, qui reprend l'Absolute, qui est colossal. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc vraiment, c'est une lettre d'amour. C'est passionnant, c'est intéressant. Ça n'a pas peur d'être du super-héros aussi. Hein. Je le rappelle aussi qu'il y a un vrai sujet là-dessus, avec ce côté... s'il y a des capes et des collants, c'est pas bien. Non. Il faut bien écrire, en fait, tout simplement. C'est un petit peu le secret. Spoiler. Et donc, c'est une vraie lettre d'amour. Et forcément, je trouve ça très touchant. Je trouve ça assez magnifique. Pour le contexte, tu l'as relu, mais tu l'avais découvert à l'époque ? Oui, là, Quand c'était c'est une sorti relecture pour ma part, effectivement, et je l'avais eu à l'époque. Ok. Matt. Bah moi, c'est pas de relecture. Moi, ça a été une découverte totale. C'était vraiment encore incroyable. Encore une fois, c'est pas moi qui ai choisi, donc ça veut dire que c'était forcément bien. J'ai mis un peu de temps à comprendre ce que je lisais parce que j'ai
j'y suis allé, peut-être la première. J'ai mis du temps à comprendre. Au début, je me dis, ok, d'accord. Donc en fait, on part dans une sorte de civil war, puisque ça a l'air d'être une chasse aux sorcières contre les communistes. Ok, en fait, on est plus sur un Spidey, histoire d'une vie, sur des choses que je connais, plus jeune évidemment. Et en fait, non, c'est Ça a énormément influencé, inévitablement. Exactement. Et en fait, c'est un peu un mélange de plein de choses. Et une fois le rythme, surtout, et l'histoire digérée, j'ai compris où ça allait. Et vraiment, c'était un vrai plaisir de suivre. Un vrai plaisir, mais qu'est-ce que c'est long! On me dit oui, 400 pages, mais qu'est-ce que c'est long! Alors, c'est pas long parce que ça fait 400 pages, c'est long parce que Darwin Cook, là en ce moment je lis par C'est cœur. très dense, en fait. Ouais. C'est vrai, parce que là en ce moment je lis par cœur, et par cœur, c'est pas très long non plus, mais en soi c'est quand même long à lire parce que il écrit beaucoup de choses. J'ai fait ma petite enquête, j'ai pas trouvé, mais je sais pas comment s'appelle exactement cette méthode d'écrire des grandes phrases en fait, des grandes phrases qui expliquent un peu la situation sans dialogue réellement. Et il y en a dans toutes les cases, et ce qui fait que le récit il est lourd, il est très lourd. J'ai essayé de le lire en une seule fois, bon j'ai pas réussi parce que c'est trop intense, mais ça vaut le coup en fait. Une fois qu'on est dedans, ça vaut vraiment le coup. C'est intelligent, c'est assez déchirant, c'est quand même assez déchirant parce qu'on a des personnages qui ont une fin qui est quand même assez brutale. Alors évidemment, je suis pas un très grand fan de DC et donc j'ai pas forcément toutes les références. On parlait des références tout à l'heure. Est-ce que c'est un problème ? Il y a beaucoup de personnages. C'est compliqué par moment de savoir qui est qui. Et surtout qui parle, puisqu'il n'y a pas d'indication, notamment sur ces cadres de. C'est devenu une habitude discours. maintenant, effectivement, d'avoir des cadres de dialogue quand ils sont pas rattachés, d'avoir des symboles. Exactement. Dessus. Effectivement, c'est devenu. Et là, ça l'est pas. Et donc, quand on passe peut-être d'une page à l'autre et on a compris qu'on changeait de personnage, et en fait, on est obligé d'attendre que le personnage s'identifie ou se présente pour se dire. Ah, c'est donc toi qui parles, d'accord. Ça fait 3 pages que je ne sais pas ce que je suis en train de lire, en fait, réellement. Mais, mais c'est très sympa. J'aime beaucoup ce travail autour de l'évolution du temps. On a Batman qui change de costume et qui est quand même très très chouette, parce que la première fois où tu vois Batman, tu fais ah oui, d'accord, c'est mignon, ce petit design différent. Et là, hop, après on passe sur autre chose. Mais parce que, encore une fois, on parle, donc c'est New Frontier. Donc c'est vraiment... Ça, effectivement, c'est un point que j'ai pas dit. Le récit se déroule sur plusieurs années. 7 ans, exactement, si je dis pas de bêtises. Et donc on a une évolution des mentalités, une évolution des costumes, une évolution aussi de la géopolitique. C'est vraiment trop chouette. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup apprécié. On parlait de beaucoup de personnages. Je pense qu'il manque un peu de personnages féminins. On a une Wonder Woman de vraiment intéressant, et encore, elle en prend plein la tête et elle fait vite un moment passer sur le côté. Alors, oui, mais je me permets juste. Oui, vas-y. Elle a une position intéressante quand même, pour autant. Ah oui, clairement. Que justement, la première action que met Wonder Woman dans le comics, c'est d'aller en guerre de Vietnam, durant la guerre du Vietnam, et de sauver un camp de femmes qui avaient été enfermées par des hommes, et je vous épargne les détails, et elle a libéré les femmes et donné les armes aux femmes pour qu'elles règlent leur compte avec leurs oppresseurs. Oui. Donc ça assume quand même certains sujets. Hein. Clairement, et c'est ce qui fait qu'ils ont un désaccord avec Superman. Et ça fait le désaccord avec Superman derrière. Tout à fait. Donc non, c'est vraiment intéressant. Mais oui, effectivement, juste pour rebondir par rapport au nombre de femmes, Il y a elle et la t'as Loïs. c'est un tout. Oui, il y a Même pas, Loïs, effectivement, il y a Iris West, un tout petit peu, quoi. Oui, mais je veux dire, ils ont vraiment sur l'ensemble des 400 Ouais, pages, c'est ça. on les voit très peu. Présence, Wonder Woman quoi. est une des plus présentes. On a aussi des personnages, mais qui sont parfois très vite rattachés à Love Interest un petit Ouais. peu, ce qui est un peu compliqué. Mais sinon, les personnages principaux, c'est vraiment John Jones, Hal Jordan et Flag. Après, les autres... Ouais, sans être une excuse, on paye aussi le reliquat des années de l'âge d'or et de l'âge d'argent, où il y avait de toute façon très peu de personnages féminins, malheureusement, et en plus, plutôt des faire-valoir, effectivement. C'est pas une excuse, mais clairement, c'est aussi un reflet de cette époque-là. Oui. Parce que finalement, les personnages féminins, ce qu'ils font quand on rentre dans l'action, Lois Lane par exemple, elles sont courageuses, elles vont à l'avant, etc. Mais c'est vrai que à un moment, on se dit, elles sont où on les voit plus. Et Wonder Woman, elle a vraiment une partie de creux qui est assez intense. Mais bon, mais sinon... Ce New Frontier, je m'attendais pas à ce que ça évoque aussi bien le racisme que le chacun pour soi très américain. Et j'aime beaucoup en fait cette mentalité de New Frontier qui en fait explique que oui, il faut faire confiance aux autres, mais que cette part d'individualité, elle permet aussi de faire grandir le groupe. Et c'est ce qui
Voilà, c'est ce que je trouve ça vachement intéressant et c'est pas pour rien que l'île, elle est jamais réellement très identifiée. Ça paraît être un gros bloc avec plein de monstres partout et c'est ce côté un peu genre, Le sang. un peu le communisme, un peu le truc en mode genre, hey, voilà, regardez ce gros bloc, ils ne sont qu'un et en fait ça fait une menace et en face, on a un groupe, mais un groupe fait d'individualités qui s'acceptent et qui se tolèrent et qui vont vers l'avant. Voilà, c'est à la fois une petite pique contre, attention, c'est pas parce que quelqu'un a des idées pas comme les vôtres, il faut forcément le mettre sur le bûcher, mais en même temps ça donne un petit coup en genre, bon, après si vous êtes tous communistes, il y a peut-être un petit souci. Je sais pas trop comment ça se place, j'ai essayé de regarder. J'ai appris d'ailleurs que Darwin Cook était mort assez tôt, en plus, assez jeune. Mais je n'ai pas vu exemple de sujets, d'interviews ou autres qui parlaient un peu de sa vision des choses du monde, etc. Donc je ne sais pas trop comment ça se ressent. Je ne sais pas si c'est habituel dans son travail. En tout cas, sur Parker, ça ne se voit pas. Après, Parker, c'est encore autre chose. Mais sur New Frontier, en tout cas, il y a cette interrogation que moi, je me suis fait, à savoir qu'est-ce que nous raconte vraiment le récit autour du communisme, parce qu'au début ça dit non, on a le droit d'être communiste aux États-Unis sans forcément être quelqu'un de mauvais, et en face quand même le méchant c'est quand même l'équivalent de l'URSS, quoi. C'est un peu ça, donc je trouve ça un peu étrange, mais c'était super. C'est super. En tout cas, tu l'as trouvé plutôt accessible, même si le début un peu peut-être compliqué, mais faut s'accrocher. Pour un... Ouais. Faut s'accrocher parce ça que se démarre encore, quoi. Le rythme est lourd, comme je l'ai dit. Les personnages, on a du mal par moments, on a du mal à comprendre, parce que vraiment, il y a des moments où ça saute assez rapidement. En fait, il faut juste se laisser porter. Et une fois qu'on se laisse porter, ça base. Et je pense qu'une relecture, quand on commence à comprendre vraiment mieux l'univers d'ici, est vachement agréable. Mais moi je me suis laissé porter, et puis j'avais pas le choix, de toute façon c'était mais je me suis laissé porter et je me suis dit ok, bon, ça j'ai du mal à comprendre où est-ce qu'on va, je comprends pas trop ce que c'est, et j'ai découvert les Challengers comme ça, et moi je me suis dit mais attends, c'est quoi ce groupe random qui sort de nulle part, parce que vraiment les Challengers c'est vraiment popé ici. Il y a 4 gars qui se retrouvent autour d'une carcasse d'avion en disant mais les gars, venez, on forme un groupe et on tape des méchants. Bah d'accord, très bien. Vous êtes qui en fait? Je ne sais pas qui vous êtes. Vous êtes tous des hommes blancs, il y en a un mec qui est roux, c'est tout. Alors, pour info, quand même, les Challengers de l'inconnu, c'est assez peu connu, c'est le cas de le dire. Ouais. Même des lecteurs de comics. Parce qu'en fait, ça fait partie des personnages qui ont été très peu réutilisés par la suite. Une fois que les FF étaient arrivés, ils ont quasiment disparu du paysage, quoi. Ok, alors moi pour tout vous dire, je me suis arrêtée quand il y a un dinosaure qui est apparu. Voilà, j'ai pas été très loin. 10e page, ouais. À peu près. Un truc comme ça. Mais un dinosaure attaqué à coups de grenade en sautant et en criant. Ouais, je sais pas, à ce moment-là, je me suis dit, mais non, j'avais pas envie de dire ça à ce moment-là, tu vois. Mais je vais peut-être retenter, au calme, avec du temps devant moi. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le nombre de pages et que je suis arrivée au dinosaure, j'étais là genre, wow. En fait, c'est juste par rapport au poids, etc. C'est vraiment, ça se laisse lire, mais c'est un rythme calme. Enfin, il faut pas forcer. Dedans, il y a des sous-divisions, c'est-à-dire qu'un chapitre c'est divisé en plusieurs. Un issue est divisé en plusieurs chapitres. Faut pas forcer, faut aller à son rythme, laisser le temps de digérer les différents issues. Je pense qu'il faut prendre son temps. Faut pas le rusher, ça c'est clair. Bon là, malheureusement, avec un focus, forcément, on est bien obligé de tout lire. Hein. Mais je pense, il faut se laisser porter. Et comme on l'a dit, même si certaines clés ne sont pas forcément immédiatement données, c'est comme du Hickman, c'est comme d'autres récits. Petit à petit, on découvre des personnages, on apprend à les connaître et on évolue avec. Ok. Est-ce que c'est ton mot de la fin? Tu vas rajouter quelque chose sur ce focus? Écoute, c'est déjà pas mal, je pense, quand même. Et donc, il est disponible chez Urban Comics. Une très belle édition augmentée de plein de bonus, les couvertures des interviews, des biographies. J'ai regardé tout à l'heure. Il y a je dirais pas le double de pages de bonus, mais la moitié, je dirais. Ouais, je l'ai pas dit, mais c'est super beau. Hein. Ouais. C'est assez exceptionnel. Hein. C'est sans doute son plus beau travail, je pense. Et oui, parce que c'est aussi lui qui dessine. Et effectivement, une patte particulière et qui rend très 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 bien. Et ben, c'est tout pour ce focus. On se retrouve dans un petit instant avec les hors les bulles. Avant de se lancer dans l'hors les bulles, le petit mot du Patreon.
Je ne sais pas si vous le savez, ça va faire un bout de temps maintenant, mais on a un Patreon qui permet de soutenir les émissions du vaisseau Hyper sans Sas, incluant entre autres le Défaussé, le Contre K6388, Drôle de jeu, un des derniers, la cartographie des chimères, et bien d'autres encore actifs ou inactifs, mais qui se réactiveront bien un jour grâce à Patreon. On est aujourd'hui dans le magnifique Studio 17, dans des décors incroyables qu'on n'utilise pas du tout. On enregistre avec un matériel qui fonctionne bien et qui devrait faire en sorte que on n'ait pas trop de montage à la fin. Il faut juste qu'on change quelques bonnettes. Voilà, il y a des petites bonnettes à changer, des petits trucs comme ça. Aussi un sac plastique de transport qui est face à moi actuellement, qui je pense va falloir, qui nécessite un petit upgrade quand même. Il est en train de se déchirer le pauvre. Donc voilà, si jamais il vous reste quelques deniers à la fin du mois, que vous souhaitez nous faire un don ou un soutien, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/vaisseau hyper sans sas. Et je voulais faire des petits remerciements à ceux qui ouvrent le plus leur portefeuille à la fin du mois. Je pense en particulier à Braco, Ira, Adélie, Saga, Yagbar, Johanny, Kalouné, Gigos, Lionel et Fanny, Perchak, Pims et Rekma. Merci à Des bisous, vous. merci. Merci beaucoup. On reprend avec le hors les bulles. Alors comment on fait ? Est-ce qu'on parle un peu de ton week-end ou est-ce qu'on commence par... Ah non, en fait, c'est moi qui t'ai pas clair. Tu En fait, veux je en parler pense- une autre fois ? Ouais, parce qu'en fait, je vais aborder à peu près toutes les D'accord. conventions. Donc on parlera d'Angoulême, on parlera de Ok. Paris Fan Festival. Paris Alors du coup, Manga. c'est un spoiler d'un prochain hors les bulles. Voilà. Alors du coup, le hors les bulles d'aujourd'hui, c'est un petit retour dans le passé présent. Ce générique. Mais j'adore ce générique. Donc, on va parler de X-Men 97 sur Disney+, qui est diffusé en cours de diffusion d'ailleurs. Toujours de diffusion. En cours de diffusion, qui a démarré le 20 mars 2024, bien sûr, cette année. 10 épisodes sont prévus, on en est au 7e. On est au 8e qui est sorti aujourd'hui, donc. Oh là là, Eh, j'ai pas vu, on spoile pas sur le 8e, Pas vu, s'il non. vous j'ai pas plaît. vu non plus, pas vu. Donc 8 sorties effectivement aujourd'hui. Qui se lance ? C'est moi. C'est C'est toi moi, qui c'est te moi. lance. 8 épisodes qui sont Vas-y. sortis aujourd'hui, donc sur 10 pour cette première saison. Donc des épisodes d'une 30aine de minutes à peu près. Il s'agit du premier projet X-Men depuis le rachat de la Fox par Disney. Et oui, déjà. Ouais, Effectivement. ça commence à arriver Ouais, petit ça. à petit. Et des poules arrivent bientôt aussi. Le showrunner n'est autre que Beau Desmayo. On a pu voir son travail sur Moon Knight, la série The Witcher, les séries d'animation The Witcher. Il est toujours showrunner, mais c'est pas lui qui s'est fait. Alors, non, mais après, si tu commences ah pardon, excuse-moi, à spoiler en fait l'avantage. J'étais étonné. Non, mais le showrunner de cette première Pardon, saison. Oh là, j'ai- Et donc, film d'animation The Witcher, et ainsi que la série Star Trek Strange New Worlds, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de bons retours moi aussi. Alors, attention, il s'agit vraiment de la suite directe de la série X-Men, diffusée de 1992 à 1997. Donc, on l'appellera X-Men 92, celle-là. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de différence. Donc, ça risque de spoiler un peu la fin de X-Men 92. Si vous n'avez pas vu la fin de X-Men 92, bah c'est pas grave, parce que moi non plus. La série est suffisamment bien écrite sur ses premiers épisodes pour comprendre tous les tenants et aboutissants. Et pour un mini résumé, je crois, disponible sur Disney+, non? Oui, je sais pas si c'est disponible. Je sais pas du tout, je suis pas sûr qu'il y ait un Je mini sais pas. résumé. En tout cas, enfin, les vieilles En tout cas, saisons c'était en sont pub, effectivement, ils avaient fait Ouais. genre un résumé des quelques dernières Oui. infos du... Et les vieilles saisons sont les saisons 92 sont disponibles aussi sur Disney+. Donc petite présentation de l'équipe d'X-Men au début de ce premier épisode. On a Cyclope, Jean Grey, Wolverine, Le Fauve, Storm, Jubilee, Rogue, Gambit, Morph et Bishop qui sont présents. Et donc on va débuter ce premier épisode dans une sorte de grand hangar où nous découvrons Roberto D'Acosta, prisonnier d'un groupe anti-mutant appelé Friends of Humanity. Très sympathique. Ces derniers disposent d'armes utilisant la technologie Sentinelle, une menace trop forte qui oblige les X-Men à intervenir, détruire le stock d'armes et sauver le jeune mutant. Une fois la mission accomplie, il est l'heure de faire le point à l'école des X-Men. Et bien en fait, le professeur Charles Xavier n'est plus. Si vous n'avez pas suivi, il a été assassiné par un certain Henry Peter Gyrick. C'est désormais Cyclope qui assume le rôle de leader depuis près d'un an. Et en découvrant ses armes provenant de la technologie Sentinelle, les X-Men décident de traquer son créateur, Bolivar Trask, avec qui travaillait donc Gyrick. Pour cela, il l'interroge en prison en utilisant le Cérébro. Jean Grey découvre alors une sorte de planque au Sahara, mais ce n'est pas tout. Elle subit une violente prémonition, un terrible drame est sur le point d'arriver, mais tout reste flou.
Pas le temps d'en apprendre plus, les X-Men se dirigent vers le Sahara et démantèlent la petite fabrique de sentinelles de Trask qui se fait arrêter par l'ONU. Le Master Mold, pour ceux qui connaissent. De son côté, Jean Grey apprend qu'elle est enceinte et souhaite quitter les X-Men. Cyclope accepte de partir avec elle une fois toute cette histoire terminée. La question se pose alors, qui prendra les rênes des X-Men une fois que le couple sera parti ? Coup de chance ou pas ? La réponse ne se fait pas tarder, ce sera Magneto. Bam ! En effet, le testament de Charles Xavier le désigne comme nouveau leader du groupe de super-héros mutants et il compte bien mener à terme les idées de son ancien ami. C'est ainsi que se termine ce premier épisode. S'ensuit l'épisode 2, plusieurs mois après. Certains membres de l'équipe ne sont pas encore très fans de l'idée d'avoir Magneto à la tête des X-Men, mais ce dernier semble être devenu bon. Son objectif, créer un état mutant sur une certaine île, l'île de Genosha. Mais pour les Nations Unies, Magneto reste un criminel de guerre et il doit répondre de ses actes devant un tribunal. Contre toute attente, Magneto accepte d'être jugé et pendant le procès, un groupe terroriste mené par Executioner attaque le tribunal afin d'éliminer les mutants. Il dispose d'une arme non identifiée et lorsqu'il s'en sert sur Magneto, Storm s'interpose et prend le tir à sa place, mais perd ses pouvoirs. Devant un tribunal circonspect, Magneto développe un argumentaire solide sur le futur des mutants et ses conditions. Alors qu'il pourrait les réduire à néant, il propose de faire la paix et d'assumer ses actes. Les Nations Unies, convaincues, décident alors de légitimiser Genosha comme État mutant et qu'il soit considéré comme faisant partie de l'ONU. Au même moment... Tiens. Ça nous rappelle un truc. Au même moment, pas de chance, Jean Grey est en train de perdre les os et Wolverine l'emmène à l'hôpital pour accoucher. Et c'est ainsi que Nathan Summer voit le jour. De son côté, après examen, le verdict est sans appel. Ororo a perdu ses pouvoirs, Storm n'est plus. Alors qu'elle était déjà en pleine crise identitaire, c'est la goutte de trop. Ororo décide de partir sans un au revoir et elle quitte les X-Men. Alors que le groupe apprend la nouvelle du départ d'Ororo, une personne sonne à la porte. Il s'agit de Jean Grey ? Non, c'est un clone de Jean Grey. Mais comment est-ce possible ? Qui est le clone ? Qui est la vraie ? Épisode 3 ? Épisode 3. Alors ça va spoiler, de toute façon si vous connaissez pas. Alors attends. Est-ce que tu peux éviter le... Parce que là honnêtement ça vaut le coup de... Alors... Oula. On fait une partie... Est-ce qu'on fait une partie spoiler ou pas d'abord ? Ouais, la question que je me pose c'est que... Ouais. Parce que c'est soit on fait une partie spoiler... Ouais, je pense qu'on fera une partie spoiler. Je pense qu'on peut démarrer un petit peu évasif. Ouais. Et après, on va attaquer un peu plus en spoiler. Oula, je sais pas ce qui est pas spoil, c'est pas spoil, parce que tout est spoil ici. En fait, oui, tout devient spoil. Sinon, on s'arrête ici. Mais, mais enfin, on peut peut-être aborder... On peut déjà, juste un avis général sur la série, Oui, déjà, après on va creuser un peu. Très bien. Pour éviter que les gens puissent profiter aussi de la découverte des épisodes suivants. L'épisode 3 met en cloche une autre histoire des mutants, notamment autour de Jean Grey. Donc vous l'aurez compris, chaque histoire est une histoire complète, c'est carrément un arc complet des X-Men, ce qui peut être assez frustrant en fait, puisqu'en fait ça ne dure que 30 minutes les épisodes. Et ça va très vite, ça va très 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 vite. On reviendra pour l'instant, donc il y a 8 épisodes qui sont sortis, moi j'en ai vu 7. Et vraiment, même l'épisode 4 va assez vite sur un des personnages. Il y a beaucoup de mise en place. C'est un peu long, c'est pas long, mais on comprend que c'est pas forcément passionnant. Moi, j'ai pas été complètement conquis au début. C'est vraiment à partir de l'épisode 5 que ça devient très, très intéressant. Et ça prend une dimension et une trajectoire qui est assez bluffante. Et vraiment, il faut un peu s'accrocher au début. C'est vraiment excellent. Et visuellement, on parlait tout à l'heure du parti pris, donc de New Frontier, mais là, c'est la même chose avec X-Men 97. Ils ont décidé de garder, on va dire, les mêmes designs que la série de 92. Alors, le rendu, il peut être sympa par moment. C'est quand même très rigide. C'est quand même pas très beau tout le temps. Je trouve que sur les 2-3 premiers épisodes, il y a des moments où c'est presque pas trop lisible sur certains combats. Après, moi, je suis un peu plus salé, évidemment. Ça n'empêche qu'on a un des génériques les plus dingos avec ce retour de cette musique exceptionnelle. En plus, un générique, et ça j'adore, qui s'adapte en fonction du statu quo des X-Men. Donc, où en sont les personnages, où sont-ils ? C'est vraiment trop bien. J'ai vraiment apprécié. On a un souci, c'est-à-dire qu'on a un personnage, je ne sais pas pourquoi il est là, il s'appelle Morph. Alors à part faire des caméos, c'est super, mais je ne comprends toujours pas l'intérêt de ce personnage et pourquoi il est présent.
sans en dire trop, c'est un personnage qui dans les comics a servi de gimmick pour un plot twist. D'accord, très bien. Parce que là, vraiment, à part voir un moment, on voit Spirale, on voit... boy de l'équipe. Hein, Voilà, vraiment, petite particularité aussi au niveau de la voix, au niveau du doublage, on a certains interprètes de X-Men 92 qui ont repris leur rôle. C'est le cas de Wolverine, Fauve, Storm. On a aussi d'autres acteurs qui sont intervenus, donc notamment pour Jubilee. Mais alors, il y a un personnage qui subit de plein fouet ce vieillissement, puisque quand les gens vieillissent, leurs voix vieillissent. Et pour Rogue, qui horrible. a gardé son personnage, c'est un supplice. horrible. C'est un supplice. Non, non, mais physiquement, en fait, la voix ne va pas du tout avec le film. Ouais, bah, oui. Et C'est très dur. Hein. et surtout qu'elle a... Et ça grésille. Hein. Ah ouais, ça grésille. Et surtout qu'elle a un arc hyper intéressant qui arrive à partir de l'épisode 5. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. T'as l'impression qu'elle a 80 ans. Ah ben, ce n'est pas qu'une impression. C'est très problématique. Enfin, moi, ça m'a bloqué Ah ouais sur ça. Ouais. Moi, Dès c'est le début, je me suis dit... très nasillarde qui m'a fait. Ouais. Ouais. Moi, ça m'a marqué aussi un petit peu. Autant, premier épisode, je me suis dit, oh, il se passe un truc, c'est pas possible. C'est quoi cette voix? Et j'étais chercher tout de suite, mais qui est pour... Ok, je veux bien que tu reprennes la voix, mais là, c'est pas possible en fait. c'est très compliqué. Qui a validé ça? Très compliqué, ouais. Une deuxième saison a déjà été annoncée. D'ailleurs, la deuxième saison est déjà écrite. Il faut aussi préciser que Beau de Maillot a été viré, en fait, avant la première... le début. Avant le début de la première sortie du premier épisode de X-Men 97. Qu'est-ce qui a pu se passer Sans véritable explication publique. J'ai fait ma petite enquête, évidemment. Oh, Il semblerait Breaking il semblerait que la collaboration ait été difficile avec Disney et surtout que son compte OnlyFans ne plaisait pas du tout à la firme. Voilà. Bon, c'est pas réellement vérifié. Hein. Ah ouais. Ce qui est sûr, c'est que la troisième saison n'est pas prête et elle n'a toujours pas de showrunner. Ils sont toujours en train de chercher. Mais on a Beau de Maillot qui discute pas mal sur Twitter. Bon, sa pépé, c'est lui torse nu. Donc après, il a l'air très beau gosse, hein, mais bon, ce côté un peu... voilà. Ça colle pas à Disney. Ah ouais. Mais il a pas mal expliqué, notamment autour de l'épisode 5, qui est vraiment l'épisode... c'est l'épisode pivot. Ouais, voilà, c'est l'épisode pivot vraiment de la série. D'ailleurs, si vous avez un doute sur la série... Je sais qu'on dit souvent ça, c'est attends tel épisode de telle saison, ça devient bien. C'est pas le sujet, c'est juste que là, pour le coup, la série dit ce qu'elle veut faire à l'épisode 5. Exactement. Les 4 premiers épisodes, c'est vraiment... on place les pions et à partir de ce moment-là, ça devient vraiment, vraiment intéressant. Et Beau de Maillot, si ça vous intéresse et que vous aimez lire les coulisses, parle pas mal de la production, de comment ça s'est écrit, comment ça s'est fait, de la volonté aussi de faire quelque chose qui rappelle de l'ancien et pour autant qui permet de créer autre chose et d'avancer ces personnages de nouvelles thématiques. C'est super. Et vraiment, c'est un vrai plaisir sur X-Men 97. Et j'étais pas chaud de base parce que je connaissais pas la série je l'ai pas vue, la série X-Men 92, et je la connais pas. Je me suis dit, ok, on va se lancer parce que bon, 30 minutes, c'est rien. Et puis une fois par semaine, c'est pas déplaisant. J'ai vraiment été surpris du niveau, même si, premier épisode, à la fin, je me suis dit, bon, d'accord, je vois pas ce que ça apporte de plus. J'ai changé d'avis assez rapidement. Je suis tombée sur l'Instagram de Beau des Maillots. Effectivement, c'est un X-Men, 8 torse nu. Un X-Men, 8 torse nu. Et ok. Bon, après, oui, c'est pas très Disney, quoi. C'est quand même dommage, mais bon. C'est ballot. Avant de plonger dans les spoilers, Regan, un petit avis. Alors déjà, je vais placer le bon mot de notre ami JB qui est dans les parages et qui nous a dit c'est clairement pas suffisant. Clermont. Voilà. Ça c'est fait. Alors déjà, pour le setup, je suis pas un très grand fan nostalgique de la série originelle. Je l'avais vu comme d'autres séries. Je vous avoue qu'à part Batman TAS, il n'y a pas grand-chose qui tient la comparaison honnêtement pour les dessins animés de l'époque. Et du coup, voilà, à part le générique que tout le monde avait en tête, j'étais pas plus nostalgique que cette série-là. Et je vous avoue, quand le teaser est sorti, le teaser était dégueulasse. Mais genre vraiment. Enfin, l'animation était vilaine, globalement, les graphismes étaient un peu compliqués. Enfin, j'étais pas chaud vraiment. Hein. Je partais vraiment pas gagnant. Et pour autant, effectivement, le miracle opère. La série est bien mieux animée quand même que le teaser le laissait sous-entendre. Le choix graphique de rester proche de la série originelle, bon,
pourquoi pas. Enfin, ça, c'est pas regardable à cause de ça. J'ai trouvé par contre que l'animation était assez sage globalement, sauf, et moi pour le coup je trouve ça plutôt assez lisible, il y a des scènes de combat, des chorégraphies de combat, ça tabasse bien. Des idées de mouvements, de corrélation de pouvoir entre eux, enfin... Il y a des idées de mise en scène qui sont vraiment très très cool pour le coup et dès le début quoi. Ça arrive un peu plus tard que les 3 premiers épisodes, mais il y a un combat avec Rogue qui est assez impressionnant. Où je me suis dit, ah d'accord, voilà, là je suis dedans, Mais j'ai l'impression que ça monte en puissance techniquement. Il y a une C'est ça grosse qui est étonnant. inventivité de ce côté-là. Je veux dire, c'est pas juste le Cannonball avec Colossus qui vous balance Wolverine à la gueule. Il y a vraiment des idées de combat, de mise en scène de combat qui sont plutôt cool. Alors comme tu l'as un peu sous-entendu, effectivement, voir des arcs complets des X-Men compressés littéralement en un seul épisode, mais c'est à la fois sa force et sa faiblesse. C'est ça qui est marrant, c'est que ça permet d'avoir plein de choses qui se passent super vite, genre waouh, tout tel arc en 20 minutes. Et inversement, là encore dans la partie sans spoiler, certains personnages auront des développements plus légers ou des situations plus abordées plus rapidement, de manière presque plus légère que d'autres. Notamment, il y a des sujets autour de Tornade qui auraient pu être peut-être un peu plus traités, un peu plus de manière un peu plus poussée, on va dire, dedans. Et je trouve vraiment que aussi ça impacte l'impact émotionnel. Bien sûr. Parce que Oui, on n'a pas le temps de s'attacher, on n'a pas le temps de... Exactement. Non, bien sûr, bien sûr. Pour autant, et là encore sans spoiler, la série a l'excellente idée, l'idée la plus intelligente du monde, ne pas reprendre in extenso les events, ne pas reprendre in extenso tout ce qui s'est passé en comics. L'idée est de reprendre les situations, les personnages et de l'adapter à une période plus récente, à une période plus moderne, essayant de prendre en compte ce qui se passe et l'évolution du monde en fait, tout simplement. Et ça c'est pour moi que c'est ça qui a fait la différence. C'est-à-dire que si c'était vraiment voir Claremont en série animée, c'est sympa, mais j'ai déjà lu, j'ai déjà vu, j'ai déjà fait. Et j'en dirai pas plus sur cet élément-là, on en reviendra dans la partie spoiler. Donc au final, c'est vraiment super cool. Vraiment, j'en attendais rien du tout, mais tellement rien du tout. Et c'est une bonne surprise. Une question que je me pose, c'est qu'il se passe beaucoup de choses, mais genre beaucoup de choses. Et ça laisse des questions sur ouais, d'accord, mais après tu fais comment pour certains. Enfin, c'est. J'ai l'impression, au vu de la fin du 7e épisode, que ça va se ralentir. Ok, parce qu'une de mes craintes, c'est le fameux. Alors, j'exagère, hein. Tout ceci n'était qu'un rêve. Alors, je pense pas qu'il fasse ça. Non. Mais ce côté annuler une partie ou revenir en arrière sur certains éléments marquants. Et il y en a des éléments marquants dans cette première saison. J'espère juste qu'ils vont assumer leur choix et continuer et construire à partir de là. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Voilà, j'en dirai pas plus sur la partie non spoiler. Mais vraiment, enfin, excellente surprise. Ouais. Pour faire court, excellente surprise. Est-ce que tu veux prendre la parole, Tchernobyl? Ouais, On t'écoute. Je prends le micro. Attends, je te laisse faire. Vas-y, c'est bon. C'est bon. N'hésite pas à la rapprocher de la bouche, t'inquiète pas. Ok. Voilà. J'ai beaucoup de choses à dire sur la série. Alors, vous avez déjà dit plein de choses et je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Ça va très très vite, trop vite. Notamment, tu parlais de l'arc de Tornade, c'est épisode 3, je crois. Ouais. Épisode 3, où ça se passe sur plusieurs mois. Et moi, heureusement que je le savais, parce que quand j'ai vu l'épisode, j'ai dit what, on en est déjà là. Mais normalement, c'était sur plusieurs mois. Je regardais ça avec quelqu'un qui savait pas. Je dis non, en fait, il s'est passé plusieurs mois, t'inquiète. Et donc, fallait quand même avoir ce référentiel et aussi le reveal sur Cable, le personnage de Cable. Ça se fait en 2 secondes et après, ok, on continue l'action. On n'a pas le time. Je me suis dit mais what. Donc, c'est exactement ça le côté émotionnel. On passe un peu à côté. Et on avance dans l'action. Après, il y a des... moi, j'attendais au contraire cette série avec grande impatience parce que j'avais regardé la série 92 à l'époque, que j'avais beaucoup aimée et qui m'avait beaucoup laissé sur ma faim en disant mais que devient Rogue, que devient Rémi, que devient l'équipe après la mort de Xavier. Et puis bon, la vie passe, etc. Et là, quand j'ai vu qu'il relançait et qu'il donnait la suite, j'ai dit, ah ouais, en fait, on va pouvoir connaître la suite. La première série, on en avait parlé un petit peu avant l'enregistrement. La série de 92, c'était pas super bien écrit, ça a mal vieilli. Je l'ai relancé pour le fun juste après. Je l'ai relancé.
Bon, c'est un peu dégueulasse en termes d'animation. Excusez-moi. Il y a un gap. C'est dégueulasse, mais en même temps, à l'époque, il n'y avait pas encore eu tout l'univers de super-héros au cinéma qu'on a connu. Donc, c'était pas du tout la même cible, le même public. On voulait vraiment juste faire connaître à un plus large public les comics pour en vendre un peu. Donc voilà, c'était pas incroyable. Entre-temps, il y a eu tout cet engouement pour les comics. Et ce que vous disiez sur où va la série, oui, il y a eu une espèce de montée en puissance de il se passe trop de choses, et là on redescend un petit peu. Qu'est-ce que ça prépare? Enfin, ça c'est ma théorie, voilà, perso. Pour moi, ça prépare aussi comment dire, l'apparition des personnages dans d'autres séries et dans d'autres films à venir. Notamment dans Deadpool, il y a des personnages qu'on va voir, qu'on peut reprendre. Et l'idée, c'est aussi de familiariser le grand public avec ces autres personnages et pourquoi pas ces licences à venir. Voilà, ça c'était. Voilà. Mais sinon, effectivement, à part ce côté, j'aime bien, comme tu dis, c'est bien animé, c'est mieux écrit, puisqu'il y a des attentes qui sont autres maintenant. Mais effectivement, ça va un peu vite, faut suivre, quoi. Ah, c'est vrai que je rejoins là-dessus, c'est rapide, quoi. Il se passe beaucoup de choses. Disons que ça va pas t'attendre si t'avais pas l'info ou la référence de l'ancienne série, bah c'est pas grave, quoi. Ça attaque et puis tant pis pour toi. Après, je trouve que ça se suit quand même bien. Il manque l'émotion sur certaines scènes. Il y en a quelques-unes où il y a quand même. Il y a quand même des moments touchants. Il y a quand même des moments touchants. Un des moments qui aurait été le plus touchant sans spoiler, il n'arrive pas à. Mais ouais, voilà, ouais. Il y a des passages qui sont un petit peu rapides, un petit peu durs. Alors moi, la série de 92. J'en avais vu des bouts, mais j'avais jamais suivi comme ça. J'avais passé beaucoup plus de temps sur X-Men Evolution. J'adorais les versions adolescentes, puisque je me prenais pour Malicia. Voilà, pareil quand les films sont sortis. Mais j'ai peur de lancer la vieille série. Je sais pas, il y a un truc où j'ai peur. Tu vois, il y a une petite appréhension. Alors en fait, je l'ai fait, expérience, effectivement, c'est dégueulasse, etc. C'est pas super bien écrit, mais ça me permet aussi de mettre en relief des parallèles. Par exemple, il y a à un moment donné tout un truc qui se passe à Genosha dans la nouvelle, et en fait, quand je regardais l'ancienne, mais oui, mais ça commence comme ça aussi. Ils font une visite à Genosha, et puis bon, on peut faire complètement le parallèle entre les deux. Donc ça, c'est assez intéressant de regarder. De voir qu'ils ont quand même respecté le matériau d'origine. Alors, je ne sais pas si on peut dire respecté ou basé sur. Mais voilà, il y a des parallèles qui peuvent être sympas. Oui, c'est que c'est vraiment une suite, quoi. C'est pas forcément présenté comme une suite dans la promotion, mais ça reste très clairement une suite. Le truc qui est appréciable et que je pense que vous avez compris sur nos avis, c'est que certes, la campagne, notamment de promotion, s'est faite sur la nostalgie de la série. Ouais, clairement. Mais ça n'est pas une série qui se repose sur la nostalgie. C'est et ça. C'était l'élément clé pour éviter de faire juste plaisir à quelques vieux fans, de leur ressortir la soupe qui leur avait plu. Ça va plus loin que ça, Dieu merci. Et moi, par exemple, je suis pas du tout connaisseur du travail de Claremont, réellement. Il va falloir s'y mettre, par contre. Oui, d'accord. Oui, monsieur. Il va faire un petit focus, là. Mais je veux dire, sur la longueur, par exemple, des arcs. Et donc, même pour moi, les épisodes vont très vite. Donc j'imagine, pour ceux qui connaissent, notamment, on peut parler d'Ororo, on peut parler de ce qui se passe épisode 3 et même d'autres, j'ai l'impression que, oui, pour des connaisseurs, ça doit être... c'est rushé, quoi. Ça va très, très vite, quoi. Ça, on voit. Donc je pense que d'un côté, pour les connaisseurs, il y a quand même cette attache émotionnelle qui peut fonctionner un peu. Pour les non-connaisseurs comme moi, c'est très sympathique à suivre, mais bon, je ne vais pas tomber en larmes. Mais ça réussit quand même à rendre bouche bée sur certains moments, et c'est quand même réussi. C'est très particulier comme bilan. Puis le générique, dès que le générique arrive, je sais pas, ce générique me fait un truc, c'est impressionnant. Ça marche toujours. Il a été revu légèrement, et il est très propre, il est très entraînant, et j'ai vraiment une passion pour ce générique. Le générique de fin est très chouette aussi, avec ce côté un peu très ordinateur, où on va cliquer sur les jeux vidéo avec les caractéristiques des personnages. Le futur du passé. Dans la série 92, il y avait déjà un générique de fin où ils avaient essayé de faire un truc en 3D, c'était moche de l'époque, mais ils avaient tenté ça aussi, justement. C'est aussi un parallèle. Et puis, il y a 26 épisodes. On a fait du coup l'émission 200. Et parmi les 200, il y avait le X-Men 200,
qui était le procès de Magneto. Exact. Oh. Et ça m'a fait... En fait, quand l'épisode a commencé, je me suis dit « Oh, mais j'ai lu ça !» Et genre vraiment, ça m'a fait un truc en mode « Waouh, j'ai tellement peu de connaissances de cette époque-là que tu vois, d'avoir eu ça, je me suis dit « Ah, c'est cool. Ça, c'est le procès de Magneto, c'est stylé. » Je connais en fait... alors même si, effectivement, comme tu disais, ils n'ont pas copié-collé les comics, ils prennent les arcs, le sujet, ils en font des versions adaptées. Mais tu retrouves quand même des traces de plein de choses, quoi. Et du coup, j'ai feuilleté un petit peu les issues d'après, et tu retrouves effectivement sur pas mal de choses. Je me suis spoilé quelques trucs du coup forcément, mais parce que j'avais envie de savoir des choses. Et puis autre point, je joue beaucoup à Marvel Snap. La drogue, c'est reparti. Et en fait, quel plaisir de voir tous ces personnages avec lesquels je joue tous les jours et d'essayer de me refaire le parallèle dans la tête entre leurs pouvoirs dans le jeu et puis dans la série, tu vois. Il y a des trucs que je me dis « Ah, mais lui, je le connais, tu vois. » Quand ils arrivent à Genosha, il y a plein de personnages qui sont là, mais on s'en fout de savoir qui c'est, machin. Et en fait, j'étais là genre « Ah, je les reconnais et tout. Ah, elle, je sais qui c'est. » Il y a aussi un petit truc, c'est marrant. Ouais, donc à partir de l'épisode 5, évidemment sur Genosha, il y a beaucoup de caméos. Un peu plus tard, on aura aussi des caméos de d'autres personnages du MCU, de Marvel. Ah, mais ça va loin. Qui n'est, Oui, il y a des photos, il y a des. Non, mais il y en a de partout. de ce que j'ai lu, vraiment. Oui, mais il y a l'apparition, moi je m'y attendais pas. Ouais, tu vois. Là, genre, oui. Toi, t'es là, toi. Exactement. Mais de ce que j'ai lu, il y a vraiment une vraie volonté de la série X-Men 97 à être le premier pas des mutants dans le MCU. Ah, mais très bien. Donc Mais c'est plutôt malin de l'avoir fait comme ça et d'y aller petit à petit et pas y aller chausse-pied n'importe comment. Je pense qu'on va falloir qu'on atteigne le spoiler. Là. Ouais, j'allais dire, Est-ce qu'on en a besoin Alors, réellement? honnêtement, je pense pas qu'il y en ait besoin. Est-ce que pour se faire un petit plaisir, on se fait juste 2 minutes On peut se faire 2 petites minutes de spoiler. juste pour le plaisir. On demande gentiment aux gens du Discord de Alors, boucher attention. leurs oreilles, ceux qui ne souhaitent pas. Promis, on l'a fait courte. Voilà. On vous mettra un petit, un petit signe, une petite balise. un petit timer à l'écoute pour que vous puissiez sauter de 1 ou 2 minutes. Et on vous récupère juste après. Désolé. On n'est plus dans le hashtag sans montage là. Donc. C'est ça. Mais si, c'est son montage. Alors, spoiler, vas-y. Je sens que tu as envie de dire quelque chose. Mais Regan. quelle brillante idée. Mais quelle brillante idée. Attends, là on spoil quoi là? Genosha, Krakoa. Genosha Krakoa. Alors, Quelle brillante idée. complètement. En fait, au moment où il y a cette partie-là, je me suis dit, mais oui. Mais oui. Est-ce qu'on est vraiment dans les années 90 ou est-ce qu'on vient de débarquer en 2020, 21, 22, je sais plus d'ailleurs quand il a sorti. Oui. Qu'est-ce que c'est malin. Parce qu'effectivement, Genosha a été déjà présent dans les comics, etc. Alors la fin était aussi très tragique puisque les mutants étaient en esclavage et bah, le pays sera littéralement rasé. Enfin bref. Mais oui. Mais parce qu'en fait, les sujets autour des X-Men sont toujours les mêmes et ils sont toujours d'actualité avec Krakoa. Qui est que en fait les gens n'aiment pas les mutants, hein, Ouais. on n'en veut pas de ces gens-là. Et donc oui, non, clairement quand le sujet est revenu, j'étais là genre ils vont peut-être Magneto nous faire was quelque right. chose. Ouais. Évidemment. Et oui. Et quel autre spoiler? On parlait tout à l'heure de Inferno, du l'épisode coup. 3. Ouais, il y a l'épisode eu avec Inferno. Inferno. effectivement, ouais, Inferno, Avec Madeline Pryor Ouais. qui se révèle, qui est plutôt bien réussi, je trouve. Alors effectivement, je trouve qu'effectivement c'est plutôt correct le passage clone. Et on arrive à et je trouve mais c'est mieux fait dans le comic. Bon après à l'époque c'était différent. Mais on a de l'affection pour Madeleine Pryor Ouais. quand même. C'est ça. Ce qui était pas forcément évident en si peu d'épisodes et si peu de temps encore une fois. Et vraiment on sent que c'est une femme à qui on a tout pris quoi. En fait, c'est ça, c'est que une fois que tu as les deux, donc Jean et le clone, en fait, tu peux pas lui en vouloir, tu peux pas la détester. Enfin, elle est pour Non. rien, c'est pas son Elle truc. est aussi victime Exactement. Et j'ai trouvé que ça vachement bien géré. Mais c'est comme. Alors on en discute pas mal aussi sur le Discord, mais le destin de Cyclope. Qui est paumé lui aussi, puisqu'en fait il est largué. la mère de son Mais fils c'était déjà horrible dans les n'est comics. pas sa Ouais. femme. Non, mais c'est ça, c'est Dans les entre comics. deux femmes, il a vécu avec une femme qui était pas sa femme, mais il a quand même fait un enfant. Enfin, il y a non, des mais problèmes, hein, c'est très Et dur. dans C'est les vrai comics. qu'après, notamment, il prend de la distance et C'est ça. il se passe autre chose. Mais Dans les comics, ils vont vivre au Canada, ils se barrent des X-Men. Et quand Ouais. ils se rendent compte que c'est entre guillemets la fausse, que la vraie revient, ils se barrent et ils la laissent tout seul au Canada avec Ouais. leur gosse quoi. Non, alors Ouais. que là, c'est bien, tu vois qu'il y a quand même une connexion entre eux, qu'il y a quelque chose qui persiste. C'est très bonne gestion là-dessus. Ah non, honnêtement, globalement, il y a d'excellentes idées. Puisqu'on est sur les spoilers, parce que je voulais éviter de le dire pour indiquer que c'était un spoiler, les titres d'épisodes en VF, c'est de la merde.
puisque le titre d'épisode oui. 4, c'est Je suis Gambit. Non, c'est Ou un l'épisode truc 5. ça. Mon J'ai nom est même Gambit. pas fait gaffe au titre. My name is Gambit, ouais, parce que Oui, mon que, nom est Gambit. il faisait pas fait gaffe non plus. Ouais, mais épisode 5. alors qu'en VO, pas du tout. Ouais. Mais En VO, c'est quoi? c'était plus neutre, c'était beaucoup plus neutre. Je sais plus ce D'accord. que c'était, mais The Name is Gambit, c'était pas ça non, il me semble pas. Hein. Il me semble Ok. pas. C'est À c'est confirmer, une mais- réplique qui dit lui, mais effectivement, Il faut pas mais. mettre ça. Enfin, la dernière réplique, d'ailleurs. j'ai- Ouais. Non, enfin, voilà, les relations entre les personnages marchent bien. Du coup, le petit clin d'œil à la Terre sauvage, évidemment, ça fera plaisir aux plus vieux, mais bon, c'est marrant. L'épisode jeu vidéo aussi, Ouais. qui était stylé. Ah, Ouais, avec Jubilee, ouais. Excellent. C'était pas mal ça. C'était excellent. Il y avait C'est très beau visuellement. Très bonnes choses dedans, ouais. Moi, ça m'a un peu frustré parce que Mais trop justement, rapide. Ça, c'est après, c'est. Voilà. La première série m'avait laissé justement sur ma fin sur les relations entre les personnages, et notamment sur Rogue et sur Gambit. Et là, je vois Et ça. le retour en arrière. ouais. Et là, je finis, c'était l'épisode 5, et là, j'étais là, mais pourquoi Ah oui. Mais pourquoi Alors, il propose une issue, une fin, enfin, même si on sait très bien que dans les comics, quelqu'un ne meurt jamais vraiment, mais franchement, j'étais en PLS à la fin de cet épisode, je me dis, mais quoi Mais pourquoi Ouais. on lui fait ça C'est affreux. C'est la romance Rogue Magneto avec Gambit un peu à côté. Je comprenais pas trop où est-ce que ça Ouais, mais allait. il y en a un, il le meurt petit triangle pensant qu'elle l'a amoureux, acheté, l'autre ouais. il meurt en se disant c'est bon, elle m'a c'est acheté, horrible. et à la fin, C'est horrible. Ouais. mais pourquoi Et ça Cet fait partie épisode est effectivement assez. des clins d'œil par rapport au passif des deux personnages qu'il y a eu dans les comics. Et Ouais. alors moi j'étais à peu près au courant, mais pas trop. Mais c'est cette réapparition de Xavier. L'autre romance. Alors, Franchement, je pense que c'est une des parties où vraiment. même dans les comics, Ouais. c'est sorti du chapeau. Hein. Ok, d'accord. Ouais, Complètement sorti du chapeau. Hein. Là, ils ont. C'est pareil. C'est pareil en fait. Hein. C'est genre non, mais en fait, il est pas mort parce qu'il est pas mort. Et, enfin, En fait, on se doute qu'il est pas mort. oui, de toute façon. Après, je m'attendais pas à ce genre de. Le mec refait sa vie avec une meuf. Enfin, je sais pas, c'était très bizarre. Bah, c'est surtout que Je m'attendais pas à... Je sais pas où il pouvait Pourtant, être, mais pour moi, je il était blessé quelque part, tu vois, mais il était autant je trouve la pas série accessible, là. autant si tu n'as pas vu la série précédente, voir débarquer les chiards Oui, alors sans, ça sans fait background, sans Ouais. rien, Ouais, qu'est-ce qui se passe quoi. Oui. Mais là aussi, du coup, sur le côté, enfin, pour moi, le côté émotionnel, c'était beaucoup dans les histoires avec Rogue, etc. Après, sur le reste, j'ai pas vu. Si, il y a Madeleine Prior, Ah, ouais, Madeleine Pryor, effectivement. Après, sur le reste, bon. On sent qu'il y a Ouais, du c'est vrai. potentiel avec câble, mais c'est un petit peu tôt pour l'instant. Ouais. Ah, bah, au câble, c'est bien expédié aussi. Hein. Ouais, C'est. ouais. Mais là, oh, c'est t'es mon fils. Tout ça, c'était oh, toi. t'es mon fils. Oui, on a Mais- des trucs à faire. Mais ça, Allez, retour, je me cache, je reviens. ça, pour le coup, je pense que c'est fait exprès. Pour le coup, c'est Ouais, vraiment mais genre c'est. temporel, allez, à dégager. C'est un on peu en genre, reparle dans hop, trois- regarde, dans il a trois- l'info, il repart. T'es là, genre. Non, on a aussi Roberto d'Acosta qui va prendre un peu plus d'ampleur. Alors, on en a parlé parce que ouais, je savais pas si c'était un pour spoil l'instant, ou pas. il Bah, il y a tous les New Mutants potentiellement Ouais. qu'il y a derrière. C'est que hein, pour l'instant, forcément. c'est un peu survolé sur Oui, le. je Il pense- est là par petite dose Je par pense épisode. pas que mais- New Mutants ils y aillent à fond parce que Ouais. même si on a vu qu'ils n'ont pas peur de mélanger les arcs, c'est un petit peu tôt quand même New Mutants. Mais là aussi, c'est le parallèle, puisque la série 92 commençait par l'arrivée justement de Jubilé Ok. c'était le nouveau personnage qui posait des questions et qui permettait aux spectateurs de comprendre ce qui se passe. On lui explique l'école Ouais. et tout et tout. Ok. Et là, effectivement, dans cette nouvelle série, c'est lui qui fait office de je suis nouveau, j'arrive, je comprends pas, et donc on explique. Une école où il n'y a personne en fait, comme d'habitude. hein. Il n'y a pas un seul élève dans cette école. Ah hein. bah alors là, Y a là plus oui. rien. Non mais C'est clairement, en fait, mis à part le personnage que tu vois, le reste, il y a pas. Non, il n'y a rien. Il n'y a juste pas d'élèves. Cette école est vide. Oui, non, c'est clair qu'il y a personne d'autre. On est bon Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter? Je ne pense pas. Non, moi je suis rassuré Hâte du de fait voir la que suite, en tout cas, mais la c'est- deuxième saison est déjà écrite. Ouais. Ça veut dire qu'ils savent où ils vont. Mm. C'est-à-dire qu'ils ont encore plein de Ouais. surprises à nous raconter. Et je me demande et à quel point plein de est-ce choses. qu'ils vont parce que C'est le showrunner qui disait que genre les 3 derniers c'était Ouais. vous n'êtes pas prêts, vous avez encore rien vu. Bon, faut Ouais. se méfier de ouais, je son me demande phrase. à quel point est-ce que ils veulent un peu recoller à l'actualité des X-Men. En fait, est-ce qu'ils vont rester dans le passé ou est-ce Maintenant qu'ils ouais. Maintenant que tu as touché un petit peu du C'est doigt, ça. ouais, Là, on a touché un peu un truc où à quel point est-ce que ça va basculer ou pas. Il y a des choses intéressantes qui peuvent être faites. Est-ce qu'ils vont continuer à suivre les arcs de l'époque pour continuer à remonter ou est-ce qu'ils vont faire un petit saut dans le temps pour essayer de nous rejoindre? Comme je disais, moi tant qu'ils reviennent, quand ils assument et qu'ils reviennent pas en arrière sur leur choix de tuer notamment des personnages très importants, Oui. moi ça me va. Ah, ça j'ai peur qu'on évite du... Bah oui, parce que avec l'ICI de Krakoa, il y a des Ouais. possibilités de ramener. Exactement. On est bon. Spoiler, on est bon. Fin des spoilers. Pour revenir sur la série, c'est oui. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Je pense que c'est assez unanime là-dessus. J'ai vu beaucoup de bons retours sur Internet. Les gens sont un peu Des jeunes d'accord comme sur des le, vieux. le fait que ça aille un petit peu vite pour l'instant. Mais j'ai l'impression que c'est un grand plaisir de beaucoup de monde de soit retrouver la série, soit découvrir la série. En tout cas, ça me fait plaisir aussi de la
partagé avec des gens qui connaissaient pas forcément les X-Men, mais qui jouent à Marvel Snap, alors qu'ils ne connaissent pas Marvel, et qui du coup connaissent ces personnages. Tu vois, il y a des trucs comme ça fait plaisir. Je joue à Marvel Snap. Est-ce qu'on est bon pour ce hors les bulles? J'ai appuyé sur un bouton, je ne sais plus ce qu'il fait. Oui, c'est bon, c'est ça. Et ben, c'est déjà fini pour cette 226. On a fait 1h38. Ah, ben voilà. Donc il nous reste 58 minutes si on veut discuter pendant l'outro. Je vous parle de Golden Age. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir ici, Quel de plaisir de discuter te revoir. avec vous. J'espère que les gens seront contents et se sont pas dit mince. On pensait qu'elle était partie pour de bon. Non, Voilà, j'espère que vous avez noté les bons titres à acheter ou à Ou à éviter. À éviter, le oui. bowling nazi, c'est peut-être pas pour aujourd'hui. Le prochain épisode est bien sûr dans 2 semaines. Je crois que je suis dedans en plus. Oui, je confirme. C'est sous réserve Avec un de focus de plein de choses. Ah, j'ai pas piqué regardé. dedans. J'ai pas regardé. oui. Il y a combien? Il y a beaucoup de pages. Merde. Je ne préfère ne Oh rien là dire, là, mais comment ok. dire Je vais m'y mettre très vite parce que sinon ça va être falloir s'y compliqué. mettre là. Alors, on fait un petit tour de table. Où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet, Regan? Écoute, sur les réseaux sociaux habituels, donc Prigmore sur Twitter, Gérovite sur Instagram et pour le reste, Regan un peu partout ailleurs. Ah, il partage beaucoup de Lego. Pas Ça te assez. donne envie de monter des Lego. Pas assez de Lego, c'est vrai, dernièrement. C'est plutôt Ça a Bien, calmé, ouais. bien que je viens d'obtenir un maxi-fig Lego pirate de toute beauté, qui est une exclusivité de Billund. Ouh là là. Là-bas. Ouh là là. Billund. Merci Medjay. Matt, où est-ce qu'on te retrouve? Ah bah moi avec le pseudo Matt Aperdumatique, donc vous vous débrouillez sur l'écriture mais vous le cherchez. Il y a 2 T. Avec 2 T. Avec 2 T. Ça Je suis aussi sur le Discord, donc Twitter, Blue Sky, Facebook. Et le même pseudo partout. Partout. Eh, Ouais, on un s'embête peu pas. n'est-ce pas? Moi je suis prêt, Regan. rendez-moi juste les pseudos. Hein. Et vous avez entendu aussi pendant l'épisode la voix de Tcherno. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux sociaux, pareil, j'ai le même pseudo partout. Eh, Chernobog. Voilà, un petit peu. Je suis sur le Discord aussi. Voilà. et peut-être prochainement un peu plus sa voix, on ne sait pas. Quelle surprise. Et moi c'est Nivray, bien sûr, hein, toujours Oui. Nivray, plus ou moins partout. J'avais repris Netflixers. C'est vrai. Voilà, si ma voix vous avait manqué, fallait écouter Netflixers. La prochaine émission sera diffusée le 17 mai. Normalement, je ne me perds pas. On se retrouve tous. Et je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Parce que c'est pas encore la soirée. Quel Et Bonne voilà. fête. Et à très bientôt. Et bonne fête du 1er mai. Ouais. À très bientôt. Les travailleurs. Jouer avec du muguet. Je ne sais pas ce que font les gens. Je suis allergique. le 1er mai. T'es allergique au muguet? Ok. Bah alors, attention au muguet. Salut. Nom d'épisode. Salut. Attention au muguet. Salut. Fin de transmission.